Merci de nous avoir rejoints pour cette 6e journée de l'engagement des usagers de la HAS et le 6e événement, j'ai envie de dire déjà. Vous le savez, cet événement a connu plusieurs formes. Il a connu des formes en présentiel, il a connu des formes à distance, notamment après le Covid. Ce qui avait un avantage, c'est que ça permettait à plus de personnes d'y participer. Et je vois que dans la matinée d'aujourd'hui, il y a 1000 personnes qui sont en ligne avec nous pour ce webinaire qui est consacré au savoir expérientiel et à l'expérience patient et au lien qu'il y a entre ces deux façons de faire ou de voir. Et donc 1000 personnes inscrites, non seulement de métropole, mais aussi des territoires d'outre-mer. J'espère que cet événement va vous convenir à tous. On l'a choisi dans la suite d'un document qu'on a publié à l'HAS sur ces savoirs expérientiels et l'expérience patient, dans le but de clarifier des notions et des concepts qu'on utilise tous de manière assez récurrente et parfois sans trop savoir exactement quelles sont leurs limites ou quelles sont les correspondances qu'il y a entre ces différents concepts. On voit par exemple que c'est parfois une affaire de culture. Dans le domaine social et médico-social, on n'aime pas le terme patient, et on peut le comprendre, parce que c'est effectivement pas leur situation. On n'aime pas non plus le terme usager. Il y a un document du Haut Conseil du travail social qui dit « ne nous appelez plus jamais usagers ». Donc c'est parfois des cultures locales. Dans le social et médico-social, on préfère le mot participation au mot engagement. Et puis, parfois, les mots sont partagés dans certains domaines. Il y a de nombreuses publications qui parlent des savoirs expérientiels des patients et des savoirs expérientiels des personnes accueillies ou accompagnées dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Et puis, l'expérience patient, c'est quelque chose d'un petit peu différent des savoirs expérientiels. C'est un héritage de l'expérience client qu'on a dans le domaine des services et qui a prospéré dans notre domaine sanitaire, qui a un peu plus de mal à intégrer le domaine social et médico-social, même si pour autant il y a aussi des services qui sont rendus aux personnes qui sont accueillies et accompagnées. Mais il n'y a pas non plus que des habitudes qui font que ces termes-là sont des termes qui sont discutés, même s'ils sont beaucoup pratiqués. Il y a aussi les sciences, la raison scientifique qui apporte des éclairages, au moins avec les outils des sciences sociales. Et c'est l'objectif de ce webinaire, de faire le point sur ces questions-là. J'en profite pour dire à ceux qui sont en ligne que ce webinaire accueille aussi dans cette petite salle de l'Agence nationale du numérique en santé, que je remercie pour nous accueillir aujourd'hui, une quarantaine de personnes qui sont venues participer aussi à ce webinaire en direct, entre guillemets. J'en profite pour vous demander de bien vouloir excuser Coralie Morizet, qui était une référente pair et une personne concernée de l'APF France Handicap, qui était membre du groupe de travail qui a œuvré à cette recommandation sur l'expérience patient et les savoirs expérientiels, et qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Et évidemment, on pense beaucoup à elle, on lui envoie un signal d'amitié et de proximité. Il va y avoir ce webinaire que Maryse va vous présenter. C'est elle qui a coordonné la recommandation et qui a animé le groupe de travail. Je vais lui céder la parole immédiatement et je reviendrai peut-être au micro une fois ou deux pour présenter une autre intervenante et puis pour animer les discussions qui ont lieu après à partir des questions que vous avez remontées pour ceux qui sont en ligne dans le webinaire et qui sont là sur une tablette près de moi. Donc j'essaierai d'être fidèle à toutes vos questions et puis dans la salle on aura un jeu de micro en direct. Maryse, je te cède la parole. Merci Christian. Alors, avec Gilles Robic, nous allons vous présenter un guide pédagogique, non pas exactement une recommandation, Christian, mais un guide pédagogique qui se présente sous la forme d'un diaporama. Donc, tout simplement, on va vous passer un certain nombre de diaporamas qui composent ce guide, pas toutes, un certain nombre de diapositives, pardon, pas toutes, mais une sélection que nous souhaitons vous présenter aujourd'hui. Donc, l'intitulé de ce guide, c'est « Expérience patient et savoir expérientiel ». Deux notions à clarifier
pour l'engagement et la participation. Donc, les destinataires de ce guide sont toutes les personnes qui cherchent à développer l'engagement ou la participation des patients, des personnes accompagnées, des personnes accueillies, des résidents. Dans ce guide, on a plutôt choisi de parler de personnes concernées. Voilà. Les secteurs concernés par ce guide sont les secteurs social, médico-social et sanitaire. Ce guide est composé de 4 parties. Un préambule où on apporte des définitions et on explique quels sont les objectifs du travail. Et 2 parties principales, une sur l'expérience patient, une sur les savoirs expérientiels. Chacune de ces 2 parties sont construites à peu près de la même façon. Après un rappel de définition, on rappelle en quoi la prise en compte de ces notions a des effets positifs et quels sont ces effets et qu'est-ce que ça apporte à l'engagement. Excusez-moi, à l'engagement et à la participation. Enfin, il y a une conclusion. Donc, on va commencer par le préambule. Pardon. Hop. Donc, dans ce guide pour la santé, les mots participation et engagement sont synonymes. Donc, s'engager pour sa santé, c'est d'abord avoir le contrôle de sa propre vie, de ses choix, de ses priorités. Ensuite, c'est pouvoir les exprimer. C'est l'expression directe, exprimer son avis, ses idées, ses besoins. Et avoir son mot à dire sur les services que l'on reçoit. Ensuite, on passe à un autre degré, c'est se soutenir entre pairs, donc partager son expérience, donc en établissant des partenariats avec les professionnels, en étant présent dans les instances de représentation. Et ensuite, le soutien entre pairs, ça peut être des groupes d'autosupport, par exemple, comme on en trouve, les groupes d'autosupport, les alcooliques anonymes, différentes structures où uniquement des personnes concernées par une question se retrouvent et trouvent ensemble des solutions. Donc, voilà. Ces travaux ont été élaborés sur la base d'un certain nombre de constats. Pardon, la slide n'est pas passée. Ces constats, voilà, c'est juste la slide d'avant. Voilà, merci beaucoup, Gilles. Ces constats donc, sont inscrits dans ces diapositives. D'abord, on est parti du constat que l'expérience patient et les savoirs expérientiels étaient 2 notions qui étaient polysémiques. Elles avaient plusieurs sens, ce qui induisait des incompréhensions et des confusions entre ces deux notions. On constate aussi largement, je pense, aussi bien dans le secteur social, médico-social que sanitaire, un manque d'écoute et de reconnaissance de toutes les formes de la parole qui viennent des personnes concernées. Donc un manque d'écoute et de reconnaissance de l'expérience. 3e constat, l'expérience, quand elle est écoutée, quand elle est collectée, quand elle est utilisée, les personnes qui ont cette expérience n'en perçoivent pas nécessairement les bénéfices. Elles n'ont pas forcément de retour une fois qu'elles ont livré leur expérience. Et ça, c'est quelque chose que l'on a souligné dans ces constats. Et puis enfin, on voulait éclairer l'articulation entre ces différentes notions et l'engagement et la participation. Et donc, partant de ces constats, les objectifs du guide, décidément, il faut avoir une main ferme pour appuyer sur ce bouton. Merci Gilles. Les objectifs donc étaient de clarifier ces 2 notions, l'expérience patient, les savoirs expérientiels. C'était dans l'idée de reconnaître toutes les formes d'expression de l'expérience des personnes concernées. Cette parole, elle peut exprimer un avis, une perception, ou bien cette parole peut exprimer une connaissance ou un savoir. Dans tous les cas, il faut la reconnaître et susciter l'engagement ou la participation ou le partenariat entre les personnes concernées et les professionnels. Voilà quels étaient les objectifs de notre travail. Donc, je n'ai pas expliqué, mais Christian l'avait soufflé. Nous avons travaillé sur la base d'un groupe d'experts constitué pour moitié de professionnels des 3 secteurs et de personnes directement concernées, pour moitié également, dont Gilles et Emmanuel qui va parler juste après.
La première partie, donc sur l'expérience patient. On voit que l'expérience patient, ça suscite un engouement de plus en plus fort de la part des professionnels des secteurs sanitaires en particulier. On avait choisi dans ce groupe de travail d'étendre la notion au secteur social et médico-social, même si l'expression expérience patient n'est pas très utilisée dans ces secteurs. On pourra y revenir après. Donc, voilà, s'intéresser à l'expérience patient, comme vous le voyez, c'est on va dire un cercle vertueux. Donc l'expérience patient, c'est la dimension phénoménologique, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui se passe pour la personne. D'accord ? On n'est pas encore dans une dimension de savoir, on est vraiment dans le vécu. Donc on a les avis, les ressentis, les perceptions, les idées d'amélioration, on a les besoins, les attentes des personnes, et ensuite on a aussi les faits tels qu'ils ont été vécus. Pas les faits tels qu'ils se sont passés, les faits tels qu'ils ont été vécus. Donc ça, c'est extrêmement important. Et justement, donc c'est en prenant en compte toutes ces différentes étapes qu'on peut commencer à développer un travail de partenariat avec les patients. Donc voilà, donc l'engagement et l'expérience, c'est deux notions qui se potentialisent en fait. C'est-à-dire que au niveau individuel, l'engagement, d'accord, le fait de s'engager, ça va améliorer l'expérience. On aura une meilleure expérience parce qu'on est impliqué, d'accord. Et à l'inverse, avoir une expérience, rendre compte de son expérience, ça favorise l'engagement. Donc là, on a deux exemples principaux. Donc c'est un enfant qui est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, par l'ASE, et qui co-élabore son projet personnalisé avec un éducateur. Il participe, il co-élabore, d'accord ? C'est pas il collabore, il co-élabore. Et ensuite, on va avoir par exemple un patient à risque cardiovasculaire qui exprime ses préférences pour une prise de décision partagée avec son cardiologue. Donc là, ils sont acteurs. Du côté de l'expérience, on va avoir une personne âgée dépendante, d'accord, qui est invitée à donner son récit de fait lors d'une réclamation qui a été faite dans un EHPAD. Donc, on a aussi un patient qui évalue ses résultats cliniques en remplissant un questionnaire. Donc le fait de remplir ce questionnaire, ça va l'amener à réfléchir sur son expérience, et cette réflexion sur son expérience, ça va l'amener à s'engager, d'accord, et à exprimer plus ses désirs. Donc là, on rentre dans un premier mouvement, d'accord, qui est celui engagement-expérience. Le groupe de travail qui a élaboré ce guide pédagogique a défini un certain nombre de conditions pour que la prise en compte de l'expérience soit au bénéfice des personnes qui livrent leur expérience, avec des conditions méthodologiques à gauche et des conditions éthiques à droite de la diapositive. Avant même de collecter ces données de l'expérience, ce que le groupe de travail recommande, c'est de légitimer, pour commencer, légitimer la parole des personnes, c'est-à-dire montrer leurs valeurs, montrer aussi que c'est normal et c'est naturel que les personnes parlent elles-mêmes et qu'elles sont les mieux placées pour parler de la façon dont elles ont vécu leur accompagnement et leurs soins. Donc c'est absolument légitime et précieux. Il faut aussi, avant même de commencer à collecter ces données, rassurer les personnes sur le fait qu'elles ne vont pas en subir des préjudices. C'est une crainte, en particulier dans le secteur médico-social. Les personnes sont sur des lieux de vie et de venir dire ce qu'elles pensent de leur accompagnement dans un lieu de vie. Elles craignent parfois que ça leur porte préjudice à elles ou à aux professionnels qui s'occupent d'elles de façon très rapprochée. Pendant la collecte, il faut évidemment, pour la collecte des données de l'expérience, il faut former les professionnels. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Il y a différentes façons de collecter l'expérience patient. Il y a des modalités quantitatives et des modalités plus qualitatives. Il faut former les professionnels à ces modes de recueil de données. Évidemment, il faut laisser personne de côté. On serait tenté d'aller interroger l'expérience des personnes qui sont les plus positives par rapport à ce qui se passe dans un environnement, dans un service, dans un établissement.
Mais la recommandation du groupe de travail, non, c'est d'interroger tout le monde pour avoir tous les points de vue et croiser tous les points de vue. Et puis aussi diversifier les méthodes de recueil et s'adapter notamment aux capacités de personnes qui pourraient être par exemple en situation de handicap. Donc toutes les paroles doivent être recueillies et il faut adapter les méthodes de recueil si besoin. Ensuite, bien sûr, la recommandation, c'est de faire un retour, c'est la moindre des choses, de collaborer avec les personnes. Ça ne figure pas de manière évidente sur la slide, celle-ci, mais un des messages principaux de ce groupe de travail, c'est de dire que toute cette collecte, toute cette analyse des données et tous les axes d'amélioration qui vont être mis en place à partir de ces données doivent être travaillés en collaboration avec les personnes. C'est le message essentiel du groupe de travail. Donc ensuite, la dimension éthique. Donc on a reconnaître les personnes concernées. Reconnaître les personnes concernées dans leur savoir, évidemment. C'est-à-dire qu'elles sont des ressources pour améliorer les pratiques et les organisations. Ensuite, interroger la finalité et le sens d'une action. Ça, c'est très important pour développer la démocratie sanitaire et pas seulement moderniser des relations avec les usagers. Je prends un exemple. On engage un père aidant dans un service. Deux choix. Soit on en fait un garde-chiourme, c'est-à-dire qu'il est là pour lisser le système et faire que les usagers prennent sagement leur traitement, que tout aille bien, que tout continue. Soit le père aidant est là pour relever l'expérience des patients, pour la relayer, et du coup, il interfère sur le fonctionnement du système, puisqu'à partir de ce moment-là, la parole des personnes est prise en compte. Donc ça, c'est très important d'interroger la finalité, parce qu'on peut vite glisser, et finalement, on introduit de nouvelles méthodologies, mais qui ne sont là que pour conforter le fonctionnement du système tel qu'il est. Et ensuite, donc ça, forcément, ça rééquilibre un rapport de pouvoir entre les personnes, c'est-à-dire entre le patient ou la personne concernée, qui donc est porteuse de son savoir, et le médecin ou le professionnel de santé en face, qui lui agit de son point de vue. Donc du coup, on a un rétablissement une espèce de déséquilibre épistémique comme ça qui se remet en place, où chaque savoir peut être considéré à hauteur. Voilà, pour l'expérience patient, on ne nous a présenté qu'une sélection de diapositives. On passe au savoir expérientiel. Alors, le savoir expérientiel, c'est une notion, c'est une sociologue, anthropologue américaine dans les années 70, c'est Thomasina Borkman, qui a mis ça en place. Elle s'est intéressée à des groupes non professionnels qui travaillaient ensemble. Et à partir de ce travail-là, elle s'est demandé, mais qu'est-ce qui s'échange entre ces personnes? Et donc, en regardant, elle s'est dit, mais ce qui s'échange, en fait, c'est quelqu'un part de son expérience et fait une proposition, et à partir de là, les autres se greffent. Donc, du coup, cette notion de savoir expérientiel, elle est apparue de là, d'accord, dans un bouquin qui s'appelle Experiential Knowledge, je crois. Voilà, les savoirs expérientiels. Donc là, maintenant, donc on est passé, on était dans l'expérience, maintenant on est dans le savoir expérientiel. D'accord, on a une transition. Comment se fait cette transition? On a là deux définitions. On a la première qui est celle d'Eve Gardien, que je vais lire. C'est la connaissance acquise par la réflexion sur l'expérience directe, la pratique personnelle ou l'engagement actif dans des expériences concrètes, par opposition à la connaissance théorique ou académique. Donc cette définition-là, on est sur une mesure intime, d'accord? C'est un travail de réflexion qui est fait et qui oppose une opposition binaire entre un savoir expérientiel et un savoir théorique ou académique. Donc ça, c'est le mouvement de la personne. Ensuite, on a une autre, donc Eve Gardien, sociologue à l'Université de Rennes, qui était membre de la commission. Ensuite, on a une autre définition qui est celle de Gaudry, qui lui est sociologue canadien. Et donc lui aborde la question différemment. Il dit « Les savoirs expérientiels renvoient à un ensemble de savoir-faire, savoir-dire ou savoir-être ». Donc on n'est pas sur la réflexion. Savoir-dire, savoir-être. C'est la première chose. Et donc ils sont caractérisés par leur dimension pragmatique, c'est-à-dire orientés vers ce qui marche du point de vue des personnes concernées.
L'expérience vécue est convertie en savoir expérientiel, mobilisable en situation au fil de processus sociaux qui transforment son statut épistémologique. On va revenir là-dessus, là c'est un peu complexe, mais ce qui est important de retenir chez Gaudry, c'est la dimension sociale. D'accord ? Ça n'est pas juste une démarche personnelle, le savoir devient savoir dans la mesure où il est partagé, où il est construit collectivement, où il est adopté collectivement et où il prend véritablement un autre statut. Les exemples qu'on va prendre ensuite vont illustrer ça assez simplement. Voilà. Donc, c'est mes exemples. Voilà. Donc, les exemples, on va en prendre 3. Le premier, un père aidant, d'accord, qui travaille avec une personne, donc en psychiatrie, puisque c'est mon domaine. Donc, on travaille sur des mesures anticipatives en psychiatrie. Donc, on rencontre une personne, voilà, cette personne est porteuse d'un trouble bipolaire. Et on travaille sur quels sont les prodromes, les signes avant-coureurs de sa maladie. Et qu'est-ce qui va se passer ? Alors on discute, et la personne dit « Oui, mais moi, quand je commence à pas aller bien, il y a les voisins qui n'arrêtent pas de taper chez moi, ils m'engueulent, ils disent que je fais du bruit alors que je fais rien. » Bon, et puis on discute, et puis en fait, on se rend compte que cette personne, quand elle commence à rentrer dans une phase hypomane, elle se met à écouter la musique de plus en plus fort. Bon. Et bien, ce qu'on fait, c'est on travaille avec la personne et on bloque le potentiomètre du volume. Et donc la personne, quand elle commence à avoir envie de passer au-dessus et donc de défaire le scotch qui bloque le potentiomètre, elle se dit « Ah, là, il y a quelque chose qui est en train de glisser chez moi. » C'est une première chose, c'est un tout petit savoir, d'accord ? Et là, on est vraiment dans la dimension de gardien. C'est-à-dire, la personne se rend compte, d'accord, de ce qui lui arrive et elle transforme. Du coup, ça transforme sa pratique. Ensuite, on peut avoir des savoirs partagés, c'est-à-dire entre deux personnes, un couple, où en fait, chacun repère des éléments de crise chez la personne. Donc la personne, elle, remarque, en fait, elle a plus trop envie de se laver, elle a pas trop envie qu'on la touche, elle préfère être dans le chaud de son pyjama toute la journée, voilà, elle a pas envie de sortir. Et puis, l'autre personne remarque qu'elle commence à avoir des cauchemars. Voilà, qu'elle commence à... Voilà, la nuit, elle s'en rend pas compte, mais elle dort mal et tout ça. Et ensemble, vont se rendre compte qu'en fait, c'est un épisode dépressif qui est en train de se mettre en place. Et alors, à partir de ce moment-là, à deux, quand elles assemblent les deux pièces du puzzle, elles se disent « Ah, il faudrait qu'on aille voir le psychiatre ». Et donc, on va voir le psychiatre et on essaye de discuter avec le psychiatre de ce qui se passe et de réévaluer le traitement. Ça, c'est un savoir partagé. Ensuite, là, maintenant, on va arriver à un exemple qui est vraiment celui de Gaudry. On est vraiment très proche des propositions de Gaudry et ça rend clair ce petit texte qui peut paraître complexe. Ce sont les entendeurs de voix. Il y a des groupes d'entendeurs de voix partout dans le monde. Ces personnes-là, en fait, ils partagent des expériences. Et ils partent du principe que entendre des voix, ce n'est pas un symptôme, c'est une expérience de vie. Ça a du sens. Les voix ont du sens. Et donc, ils vont mettre en place un certain nombre de choses et qui vont se partager et évoluer ensemble. Donc, par rapport à, par exemple, les voix. Ils vont demander aux voix de revenir plus tard. Voilà, ça marche. Les voix, revenez plus tard, elles reviennent. Ils vont négocier avec les voix, justement, pour qu'elles puissent s'en aller. Ils vont essayer de noyer les voix en mettant de la musique, en mettant la télé, tout ça. Les voix se noient, d'accord ? Ils vont, par exemple, prendre un téléphone et quand ça ne va pas, que les voix sont trop envahissantes, on va crier dans le téléphone, on va se disputer avec ces voix dans le téléphone parce que c'est beaucoup moins dangereux socialement de s'engueuler avec un téléphone à la main que de s'engueuler sans rien. C'est des petits trucs. On va trouver un travail de nuit. Parce que la nuit, justement, on peut dire à ces voix de revenir la nuit, et si on est isolé, qu'on est vigile, par exemple, gardien, on peut discuter avec ces voix toute la nuit, ça dérange personne. Voilà. Donc, il y a des petites choses qui se mettent en place. Et ces choses qui se mettent en place, elles sont partagées. Tout le monde les améliore. Et maintenant, on arrive à justement ce que je raconte. C'est-à-dire, voilà comment c'est fait. Et là où ça devient très fort, c'est que justement, ces savoirs, ils sont communicables, ils en font des guides,
D'accord. Ils donnent des formations aux professionnels pour leur expliquer ce qui se passe, alors que ce n'était pas du tout la représentation qu'il y avait des voix au début, puisque toute personne qui entendait des voix était considérée comme un symptôme de schizophrénie et donc de décollement de la réalité. Voilà. Donc, ils ont véritablement fait avancer la question des voix, d'accord, en partant justement de l'expérience, en travaillant tous ensemble leur expérience, en trouvant des solutions. Donc, c'est pas un travail qui s'est fait dans la tête. La première chose, ça a été de dire comment est-ce que je peux ne pas être emmerdé par mes voix à midi, en leur demandant de venir à 5 heures. Voilà. Et donc là, on est sur du savoir-être qui se transforme et qui, à un moment donné, peut intervenir dans l'institution. Parce que tout à coup, il est concret et que donc ces savoirs-là, eh ben même des professionnels peuvent s'en emparer et échanger là-dessus avec des patients qui sont en souffrance et leur dire essayez ça, ça marche vraiment. Voilà. Donc là, on a une expérience qui peut se rapprocher de celle de Gaudry, quoi. Hein. Donc on a les 3 niveaux. Un individuel, on peut avoir quelque chose d'interpersonnel, et là, on a vraiment quelque chose qui se construit au niveau d'une communauté et qui devient vraiment porteuse d'un savoir qui peut agir sur l'institution. Je parle beaucoup. Hop là, décidément, je vais te laisser faire. Merci. La slide suivante, c'est sur la complémentarité des savoirs. Donc, Gilles, je crois, vous a brillamment illustré ce que c'était que les savoirs expérientiels. Et à l'HS et dans d'autres endroits, on pratique le croisement des savoirs. Vous savez, ça a été modélisé par ATD Carmonde il y a pas mal de temps aujourd'hui, le croisement des savoirs et des pratiques. Et il s'agit de croiser les savoirs expérientiels des personnes directement concernées, mais aussi les savoirs expérientiels des professionnels qui ont aussi une expérience de leur pratique de terrain, et les savoirs académiques, scientifiques et techniques. Et en croisant ces différents types de savoirs, on obtient des collectifs apprenants, on prend des meilleures décisions, on élabore de meilleures recommandations, on élabore des guides pratiques comme celui-ci par exemple. Donc le croisement des savoirs, c'est une forme élaborée d'utilisation des savoirs expérientiels. De la même façon que pour l'expérience patient, nous avons élaboré et défini un certain nombre de conditions pour pouvoir mobiliser les savoirs expérientiels, mais au bénéfice des personnes. C'était toujours ça notre préoccupation, avec des conditions méthodologiques et éthiques de la même façon. La première condition méthodologique, c'était de favoriser le développement des capacités d'agir. Ça, c'est davantage une posture qu'on demande aux professionnels d'avoir. Avoir une posture qui développe les capacités d'agir, comme par exemple dans les pratiques de rétablissement en santé mentale, sont des postures qui vont favoriser la bonne prise en compte et la reconnaissance des savoirs expérientiels. Il faut aussi créer un cadre sécurisant et structuré. Ça, c'est plutôt ATD Carmonde qui nous a fait remonter ça. Nous avons auditionné dans le cadre de ces travaux et nous parlait de recueillir les savoirs expérientiels des personnes en très grande précarité. Et là, nos interlocuteurs mettaient l'accent sur l'importance de pouvoir sécuriser et mettre en confiance les personnes pour qu'elles puissent se livrer de façon utile, de façon pérenne. Il faut aussi soutenir les personnes concernées quand elles en ont besoin. Et les professionnels doivent également se former à recueillir la parole des personnes concernées quand elles cherchent à venir trouver des savoirs expérientiels. On imagine bien, dans le cas qui a été décrit par Gilles, pouvoir parler de la façon dont on négocie avec ses voix. Eh bien, voilà, on ne se livre pas là-dessus de façon très, très spontanée. Et donc, on doit aussi pouvoir former les professionnels au recueil de ce type de savoir. Ne pas exclure certains savoirs expérientiels, donc les accueillir tous. On ne peut pas tous les utiliser tout le temps, mais il n'y a pas de mauvais savoirs expérientiels. Il y en a pas, on ne fait pas le tri, autrement dit. Et puis éviter l'instrumentalisation des savoirs. Certaines personnes peuvent être directement concernées, qui ont des savoirs expérientiels, peuvent se sentir un peu exploitées si on utilise leur savoir pour, pourquoi pas, former ensuite des professionnels, mais elles n'en perçoivent pas elles-mêmes un bénéfice. Et donc, on a indiqué qu'il était important d'éviter l'instrumentalisation et la déshumanisation des savoirs expérientiels qui sont dynamiques. C'est des savoirs qui évoluent en permanence. Donc, on ne peut pas les prendre, en faire quelque chose, et puis c'est tout. Ce n'est pas statique. Donc voilà, donc les conditions éthiques, effectivement, c'est toujours les mêmes. C'est reconnaître chaque personne comme porteuse d'un savoir, donc d'un savoir utile,
Donc attention, il faut faire très attention. La personne n'est pas un réservoir qu'on ouvre, on récupère et on transforme, d'accord? Ça, c'est une chose très importante. Donc on reconnaît l'individu pleinement dans la possession qu'il a de savoir. Et encore une fois, j'insiste, la différence, donc ce savoir expérientiel, on va souvent le renvoyer à oui, mais c'est individuel, c'est anecdotique. L'expérience des entendeurs de voix nous montre le contraire. C'est-à-dire que cette petite chose, si on y est attentif, on peut effectivement la transformer en une chose beaucoup plus vaste. Mais il faut effectivement y prêter attention et ne pas se dire bon, c'est son histoire à lui, ça c'est son petit truc, moi je suis un grand scientifique, je fais du global. Voilà. Ensuite, reconnaître les savoirs comme complémentaires, donc du coup forcément au savoir des professionnels. Donc ça ne nie pas le savoir des professionnels, hein, ça se complémente. Et enfin, toujours la même chose, le sens, les usages. Qu'est-ce qu'on en fait, d'accord? Le fameux exemple du père aidant qui se transforme en garde-chiourme pour faire fonctionner un système, d'accord? Voilà, ou qui rend les patients acteurs et permet justement de faire évoluer le fonctionnement d'un service hospitalier. Je te laisse faire décider. Jusqu'au bout, ça ne marchera pas. Juste une diapositive de conclusion. Vous dire que ce qui est important pour ce groupe de travail et qui a été endossé par la HAS, donc ça devient une recommandation de la HAS, c'est de reconnaître toute forme d'expression liée à l'expérience, que cette expression traduise un avis, un ressenti, ou que cette expression traduise une connaissance ou un savoir. Donc toutes les formes doivent être reconnues et travailler en partenariat avec les professionnels. Cette reconnaissance, ce partenariat entre les personnes concernées et les professionnels, ça constitue des axes d'amélioration du système de santé et d'innovation importants. Merci de votre attention. J'ai terminé. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Alors, ce n'est pas exactement une recommandation, qui est un guide, qui est des outils interactifs, des outils pédagogiques. Et c'est peut-être ce qu'on a le plus besoin aujourd'hui. Et on va continuer notre effort pédagogique avec un changement d'interlocuteur. C'est Emmanuel Hoge qui va venir nous parler de son expérience de responsable du partenariat patient au Centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel à Rouen. Elle va vous illustrer les défis relevés dans son centre, dans l'expérience et le partenariat avec les patients. J'en profite pour redire que Coralie n'est pas là parmi nous pour éclairer la partie sociale et médico-sociale, mais qu'on y pense évidemment fortement les uns et les autres dans cette salle. Je vais te laisser la parole, Emmanuel, et juste un mot avant de te laisser parler. Je rappelle que vous pouvez poser des questions, notamment pour ceux qui sont à distance, par le petit mécanisme qui vous a été indiqué. Ces questions, elles sont déjà nombreuses et elles appellent pas mal de développement. Et j'imagine qu'après la présentation d'Emmanuel, il y aura encore d'autres questions. C'est à toi. Merci Christian. Alors juste, je vais repréciser un tout petit peu pour que vous puissiez comprendre ce que je vais présenter après. Effectivement, au Centre de lutte contre le cancer de Rouen, je suis responsable du partenariat patient, c'est-à-dire que j'ai construit une expérience de coordination, de mise en place du partenariat patient au sein de l'établissement, à partir également d'une expérience, moi, en tant que patiente et en tant qu'aidante. J'ai également, donc je suis à temps partagé, une mission au sein de la Fédération Unicancer. C'est la fédération qui réunit tous les centres de lutte contre le cancer en France. Ça fonctionne comme une fédé sportive. Hein. Vous avez la fédé de rugby, les clubs, mais là vous avez la fédé de la lutte contre le cancer et les centres de lutte contre le cancer, c'est pareil. Et donc là, au sein de cette fédé, j'ai pour mission de fédérer, c'est un peu logique, mais voilà, c'est vraiment le cas, l'ensemble des centres autour de la thématique du partenariat patient. C'est-à-dire que je vais aller chercher des initiatives dont je vais vous présenter une partie après. Je vais aller accompagner les centres qui en ont besoin sur, par exemple, comment on va recruter, comment on va sélectionner une personne qui souhaite s'impliquer dans le partenariat patient, etc., etc. Et c'est grâce à cette double expérience que la HAS m'a sollicité pour intégrer ce comité et auquel j'ai participé avec plaisir. Voilà. Alors, d'abord, il y a une chose qu'il faut arriver à
comprendre, à intégrer, c'est que la mise en œuvre du partenariat patient, si vous êtes impliqué dans ce domaine, vous en avez conscience, c'est quelque chose qui est difficile. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile ? L'analyse que moi j'en ai faite aujourd'hui, c'est que dans le milieu de la santé, il y a une culture extrêmement forte depuis des siècles et des siècles où les soignants sont considérés comme les sachants, où on a une posture qui est très paternaliste avec des soignants qui vont faire tout leur possible pour faire de leur mieux pour s'occuper des patients, mais voir arriver un patient, un ancien patient ou un aidant de l'autre côté de la barrière pour co-construire, co-élaborer, comme disait Gilles, c'est quelque chose qui est révolutionnaire. C'est quelque chose qui est complètement déroutant. Et je m'appuie toujours sur une approche systémique. Vous imaginez une roue de vélo. Vous avez le moyeu au centre qui pourrait être considéré comme la direction d'un établissement. Chaque rayon est un service. Et puis autour, vous avez le cerclage qui peut être considéré comme la stratégie globale. Cette roue, elle évolue sur un environnement, une route, avec un dos d'âne, un nid de poule, voilà. Et puis, si la roue elle est solide, elle avance. Et la roue, on va dire que c'est un établissement médical ou c'est le système de santé qui évolue par rapport à son environnement. Et là, ce qu'on va demander d'un coup, c'est de dire, tiens, on va ajouter un rayon. Alors, si on rajoute un rayon comme ça par force n'importe où, finalement, ça déséquilibre complètement la roue et elle est fragilisée, elle se sent en difficulté. Si tout le monde accepte de faire un pas de côté, si tout le monde accepte de changer un tout petit peu sa perspective, un tout petit peu sa position, et qu'on laisse la place au rayon supplémentaire qui est le patient, l'ancien patient, l'aidant, finalement, la roue, elle va être renforcée. Sauf que pour arriver à mettre ça en place, alors qu'on est dans un système qui fonctionne très en silo, c'est-à-dire chacun a son poste, chacun a sa fonction, avec quand même des passerelles, heureusement, les services communiquent, c'est un peu l'image que je prends tout le temps, qui est, pour ceux qui l'ont vu, le film Apollo 13. Alors, je vais pas spoiler le film, mais en gros, il y a des astronautes qui sont bloqués dans l'espace et que pour arriver à les sauver, en fait, il va falloir faire coïncider une forme cylindrique avec une forme en carré, et c'est typiquement c'est exactement la situation du partenariat patient. Les ingénieurs disent non, c'est pas possible, et le chef des ingénieurs, il va dire si, il va falloir, parce que sinon les gars ils vont finir par mourir là-haut. Donc alors dans le film évidemment ils y arrivent, sinon c'est pas drôle. Et c'est pas un film, c'est vraiment une histoire vraie. Et en fait, mettre en place le partenariat patient dans un établissement de santé, ça revient à ça. Alors évidemment, il y a d'autres difficultés. Il y a aussi les difficultés d'aller sélectionner aussi en face les personnes qui vont être en capacité de comprendre cette culture médicale, qui va être des personnes qui vont être en capacité aussi de s'adapter au rythme de l'hôpital, qui est pas toujours le même que celui d'un bénévole ou d'un bénévole qui va vouloir s'investir. Et donc il y a vraiment une différence culturelle à la fois sur la posture par rapport aux soins, la posture par rapport à l'accompagnement des patients, la posture quand on est patient et qu'on devient collègue, c'est pareil, ça nécessite une évolution intellectuelle. Voilà, après il y a plein d'autres critères, mais je dirais que les deux principaux sont ceux-là, et c'est pour ça que c'est si difficile. Malgré tout, on peut y arriver, ça fonctionne. C'est un travail de longue haleine, mais voilà, on ne lâche rien et finalement on y arrive. Alors je vais vous présenter quelques exemples de réussite, notamment au Centre Henri Becquerel, puisque j'y travaille. Forcément, pourquoi on y arrive ? Je vous cache pas que ça a été dur au début, mais aujourd'hui, j'avoue que c'est pour reprendre les termes d'une collègue, quand elle me voit arriver le matin, elle me dit « ça y est, toi, t'es encore dans l'indécence du bonheur au travail ». Effectivement, je suis dans cette indécence parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Alors, comment c'est parti à Rouen ? C'est parti d'un projet immobilier. Alors là, vous voyez le projet, on est en plein travaux, on n'est pas encore aussi beau que ça, mais ça se dessine, on commence à voir les parois arriver. C'est un projet immobilier d'envergure, quelque chose de très très conséquent. On voit sur la slide juste avant, ça c'est le bâtiment actuel, voilà. Et donc en face, on crée un bâtiment pont et on crée tout ce nouveau bâtiment qu'on voit là. La direction a dit, voilà, nous, on veut créer un hôpital qui ressemble pas à un hôpital. On veut un lieu de vie où tout le monde se sent bien.
bien, un lieu de bien-être idéalement. On est d'ailleurs en train de faire une certification WELL qui n'est pas dédiée aux hôpitaux, mais qui est dédiée aux bâtiments en général. Et on est en passe de devenir effectivement le premier hôpital en France, peut-être en Europe, mais je m'emballe peut-être, à être certifié WELL. Mais c'est surtout que la direction a dit, voilà, on ne veut plus jamais faire pour les patients sans les patients. Donc là, vous avez quelques images du projet immobilier et le partenariat patient avec REL a démarré de ce projet où la direction a dit, on va intégrer les patients, les aidants, dans le projet immobilier, dans son élaboration. Alors, comment concrètement ça s'est passé? Donc, on a fait appel à moi en 2018 pour monter un groupe de bénévoles. Et puis, il a fallu que j'aille à la pêche au projet, que j'aille rencontrer les professionnels de santé. Je vous fais la version courte, je vous jure. Et puis, on a commencé, voilà, à intégrer donc des patients, des anciens patients, dans différents ateliers. Alors, on a monté des ateliers sensoriels avec un cabinet extérieur pour travailler sur les ambiances, odeurs, couleurs, textures, aménagement, etc. Avec donc un cabinet extérieur, mais aussi avec des citoyens lambda. Ça n'a pas été que des anciens patients, ce sont des anciens patients, des citoyens lambda qu'on a été chercher voilà, dans la ville, en gros. Également les professionnels de santé, bien évidemment. Et on a créé des groupes pluridisciplinaires dans lesquels on a réfléchi à tout ce qui était attendu en matière d'ambiance. On a également, donc le projet avance et progresse, testé les futurs cocons de chimio. Alors aujourd'hui, on a des salles de chimio avec des lits ou des fauteuils qui sont des chambres d'hôpital. Là, ce qu'on est en train de créer, c'est des espèces de cocons, des espaces un peu restreints. Et donc, on en a une qui a joué le jeu, qui s'est mise, on avait des maquettes, qui s'est mise dans le fauteuil, comme ça, qui a dit, bon, bah là, la lumière, elle est mal placée, c'est trop fort, c'est pas assez fort, c'est lumière froide, c'est lumière chaude. Alors, vous pouvez me dire, n'importe qui peut dire ça, on n'est pas obligé d'avoir été patient pour pouvoir dire ça. Non, mais par contre, le patient, il arrive et puis il dit, alors moi, j'arrive, j'ai ma tablette, faut que je puisse la brancher, moi, j'ai mon tricot, j'ai mes sudoku. Alors, ça serait bien si j'ai une petite tablette, là. Puis la prise pour recharger le téléphone, faut pas qu'elle soit à 1,50 m derrière, parce que là, c'est une galère. Ça serait bien qu'elle soit là. Et ces tests, on les fait en même temps que les soignants. Alors les soignants, ils entendent, ils sont contents, ils disent « Ah ouais, le patient, il a plein d'idées, plein d'envies. » Alors nous, il faut qu'on puisse rentrer à 4 en urgence avec un chariot de réa. Et là, il y a l'architecte qui se décompose et on lui fait « Bah maintenant, c'est à vous. » En gros, c'est ça. Et donc l'architecte a réfléchi à la façon dont il allait pouvoir améliorer l'aménagement des cocons de chimio pour à la fois répondre aux besoins du patient qui vient avec ses affaires, qui a envie peut-être d'être là avec son aidant à côté, et aux problématiques des professionnels de santé. Alors là où c'était super, c'est que sur les ateliers sensoriels, tout le monde était raccord. Sur l'aménagement des espaces, il y avait des décalages, évidemment. Nous, on dit, oh, une petite lumière tamisée. Oui, alors, si on doit piquer et faire des soins en urgence, il faut que la lumière, elle remonte d'un coup quand même. Et donc, c'est tout ça qu'on a travaillé ensemble. C'est super riche. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Oui, il y a eu des ateliers où on a réfléchi sur toute la signalétique à l'intérieur de l'hôpital. Ça paraît totalement anodin, mais alors là où les soignants, ils se baladent les yeux fermés dans l'hôpital, le patient, enfin moi pour le coup, je peux parler de mon expérience, j'ai été suivie pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, j'ai cherché par où il fallait que je sorte à chaque fois que je sortais d'une consulte. Je savais jamais si c'était à droite, à gauche, c'était où la sortie, premier étage, deuxième étage, je savais jamais si j'étais au premier ou au rez-de-chaussée. Et donc, tout ça, ça a une importance aussi. Les soignants s'en rendaient pas forcément compte. Ce sur quoi on a travaillé également, c'est sur la visite des locaux de témoins. Et là, c'était assez intéressant parce que les soignants ont fait des visites et ils ont dit mais nous il y a plein de trucs qui vont pas et tout. Les médecins qui m'appellent en me disant vous allez vous visiter quand? Je dis nous avec le groupe on visite demain. Ok d'accord, regardez puis on en reparle. Et donc nous quand on est arrivé en tant que patient finalement, c'est pareil, il y avait plein de choses qui allaient pas dans les locaux témoins. On a dit mais on peut pas laisser ça comme ça va pas du tout en fait. Oui mais si on met le bureau par rapport à l'extérieur comme ça l'aidant il peut regarder les arbres pendant la consulte. Et là, j'ai regardé le directeur du projet immobilier, enfin, on a été tous d'accord, on lui a dit, mais en fait, l'aidant, il regarde pas les arbres, il s'en fiche, il a les yeux scrutés sur le médecin, sur son visage, sur son regard, parce qu'il va détecter le moindre signe positif ou négatif
pour son proche. Et le patient, c'est pareil. Quand le médecin ouvre la porte, il a les yeux mais collés sur le visage pour détecter la moindre mimique. Ah, ok, bon, d'accord, donc on va revoir les choses. Voilà, donc ça sert à tout ça, en fait. Ce ne sont pas des révolutions dans les idées, mais ce sont vraiment des partages de vécu et d'expérience. Voilà. Et puis, prise en compte du handicap, oui, je voulais mettre cette phrase aussi, enfin cette idée aussi, parce qu'en fait, elle est importante. Quand on a un handicap, c'est déjà difficile, mais quand on a un handicap plus un cancer, ça peut être très, 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 très compliqué. Et donc, on a une de nos bénévoles qui travaille dans le milieu médico-social, puisqu'elle travaille dans l'autisme depuis plus de 30 ans, et elle est devenue la référente handicap dans la partie partenariat patient. Elle a intégré la commission handicap et elle a contribué à l'organisation de visites blanches pour des personnes atteintes de handicap mental, ce qui a permis notamment à une femme atteinte d'autisme de venir faire une mammo, avec des soignants qui ont été préalablement sensibilisés, limite formés à accueillir une personne atteinte d'autisme pour lui faire une mammographie. Mesdames, si vous avez passé une mammo, vous voyez que c'est pas toujours une partie de plaisir, même si on s'en remet. Mais alors quand en plus on ne comprend pas ce qui se passe, qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, c'est d'autant plus difficile. Et donc la dame a dit « Ah oui, je sais, je vais voir, je sais plus comment s'appelait la manip radio, mais je vais voir Delphine, je sais, on va faire avec la machine, tout ça. » Et en fait, elle a accepté qu'on lui passe une mammographie. Donc voilà, c'est une personne, mais une vie, ça a autant de valeur que n'importe quelle vie. Et donc c'était important qu'on parle de cette partie-là aussi. Alors, sur un autre exemple que je vous donne, c'est le passeport de chirurgie ambulatoire. En France, il y a une attente au niveau gouvernemental qui est d'avoir à peu près 60% de taux de chirurgie ambulatoire. Sur la partie scénologie, donc prise en charge des cancers du sein, au centre Henri Becquerel, on est à plus de 84% de taux de chirurgie ambulatoire. C'est un réel bénéfice pour les patients, puisqu'on ne reste pas trop à l'hôpital, on est mieux chez soi. Je ne vais pas rentrer dans tout ce débat, mais clairement, j'en suis aujourd'hui fortement convaincue. Et donc, pour pouvoir atteindre un taux de chirurgie chirurgie ambulatoire de 84%, y compris sur des doubles mammectomies, donc des chirurgies lourdes, on ne peut pas dire on opère le patient et puis il rentre chez lui et ça y est, il se débrouille. Il a fallu créer un lien ville-hôpital fort, il a fallu créer un outil qui est ce fameux passeport et il a fallu former un peu plus, je crois, de 400 infirmiers libéraux à un suivi spécifique des patients, patienteux, c'est la grande majorité en cancer du sein, parce qu'il y a 1% des cancers du sein qui sont masculins, donc voilà, je fais cette petite aparté. Donc il a fallu former tous ces personnels-là pour accueillir, suivre pendant 3 jours les patientes qui revenaient après une chirurgie de cancer du sein. Et donc pour accompagner à la fois les patients, à la fois les professionnels de santé libéraux, un passeport, donc c'est un document, une chemise avec 2 volets, avait été créé dans lequel il y avait des fiches pour les infirmiers libéraux, donc déclaration d'événements indésirables, suivi du patient, une fiche technique sur le redon, et puis un autre volet pour le patient avec des fiches techniques en fonction des soins dont il avait, la patiente, dont elle avait bénéficié. Je vous cache pas que moi, quand on m'a remis cette chemise, j'ai cru que c'était une chemise pour ranger mes affaires avec plein de trucs à écrire. C'était illisible, en tout cas pour moi. Je suis désolée pour ceux qui avaient travaillé sur le support au départ, mais c'était assez indigeste. Et moi, j'avais entendu ce que les médecins me disaient, ça me suffisait. J'ai pas été plus loin. Sauf que ce document, c'est un vrai outil, voilà, quelque chose qu'il fallait être approprié par les patients. Et donc, l'équipe a décidé de le retravailler. Et l'équipe m'a dit, Manu, tu vas venir bosser avec nous et on va retravailler tout ce passeport. Alors, je l'ai un peu anticipé pour une question de mise en page, mais on a eu un prix cette année, un prix européen, sur justement ce passeport qu'on a complètement retravaillé en faisant appel à une illustratrice normande, de son nom de scène Queen Mama, mais sinon elle s'appelle Fabienne Aurélien, qui est venue s'imprégner
de la culture de l'expérience patient pour savoir ce qu'elle allait pouvoir retraduire en dessin. Alors, elle fait beaucoup de dessins humoristiques. Là, il ne s'agit pas de faire de l'humour, mais elle en a fait un peu quand même. On lui a dit ce qu'on voulait, les soignants, les patients, parce que je travaille du coup quand même avec mon groupe de bénévoles. On a dit voilà, nous on veut quelque chose de vivant, de coloré. On n'a pas envie, on a déjà le teint gris quand on est en chimio. Si on peut éviter d'avoir le teint gris sur les prospectus, ça nous ira bien. Et puis on veut quelque chose de léger, de facile à comprendre. Donc elle s'est imprégnée de tout ça. Avec les équipes, on a retravaillé tous les textes. Alors c'était amusant parce que par exemple c'est bon, bah là à J+3 vous pouvez reprendre une activité normale. Alors c'est pas mon cas, mais je me mets dans la tête d'une sportive de haut niveau et je lui dis mais ça veut dire que si par exemple je cours régulièrement des marathons, je peux reprendre mes 3 entraînements par semaine à 10 ou 15 bornes. Elle me dit ah bah non. Je dis bah je sais pas, tu dis activité normale. Ah oui. Et puis tout un tas de questions comme ça, mais d'une naïveté désarmante pour les soignants. Et à un moment donné, l'équipe me regarde et fait « Mais sérieux, vous vous posez toutes ces questions-là ?» Ben ouais, nous on se pose toutes ces questions-là en fait. Ce qui est évident pour vous, ça l'est pas pour nous. Et à un moment donné, alors s'il y a quelqu'un qui est un peu médical dans la salle, je ne retiens jamais le mot, comme quoi c'est bien, c'est bien la preuve qu'il faut prendre en compte l'expérience du patient. Mais dans les textes, à un moment donné, il y avait pansement je sais pas quoi, hydrocolloïde, ça doit être ça le mot, je crois. Oui, je crois que c'est celui-là. Ou un truc dans le genre. Bon, c'est pas grave. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est? Et le chirurgien me regarde et me dit, bah, c'est le pansement beige. Je lui dis, mais est-ce qu'il est toujours beige? Elle me fait, ah oui, il est toujours beige. Je dis, bah, dans ce cas-là, sur le document, ça serait bien d'écrire le terme technique pour les soignants, puis entre parenthèses, tu nous mets pansement beige, parce que sinon, on est largué. Ok, d'accord. Et donc, on a tout retravaillé comme ça. Et voilà ce que donne le passeport aujourd'hui. Donc là, évidemment, il y a pas c'est la pochette, hein, donc c'est coupé. Voilà, c'est un volet qui revient dans l'autre sens. Ça, c'est la page de garde, le 4e de couverture, et ça, c'est l'intérieur. Vous avez le volet pour les infirmiers et le volet pour les patients. Et ce qu'on a ajouté aussi dans ce passeport, c'est une fiche pour les aidants. Parce que quand une femme rentre à domicile, son mari peut se dire mais je vais devoir moi vérifier la température, vérifier si ça va, vérifier les redons. Et donc c'est une façon quelque part de décharger la responsabilité sur les dents, ce qui n'est absolument pas l'objectif et ce qu'on ne voulait surtout pas. Et donc on a ajouté une fiche aidant pour pouvoir rassurer les dents. Ça vient, ces fiches-là, en complément, évidemment, d'une consultation qui est faite avec une infirmière coordinatrice. Puisque dans le cadre de ce dispositif global de retour à domicile, des postes d'infirmières coordinatrices ont été créés aussi. On appelle les pivots d'ailleurs. Infirmières pivots, elles font lien ville-hôpital, elles organisent la sortie, elles font les consultations avant le retour à domicile et elles sont là en disponibilité dès qu'il y a des questions de la part des patients, de la part des aidants, de la part des infirmiers. C'est elles qui font tout ça. Donc là, vous avez la fiche aidant, et puis la fiche aidant, et à côté, vous avez un des exemples de fiches à destination des infirmiers libéraux. Et concrètement, aujourd'hui, quand les infirmières pivots sont avec les patientes, elles disent « Ah bah, je vous donne un passeport ». Elles me l'ont raconté, elles ont dit des patientes qui nous disent « Non, non, c'est bon, je l'ai ». Et là, elles sortent le nouveau et elles disent « C'est celui-là que vous avez ?» Et là, elles font « Ah non, je le veux !» Et en fait, ce qui est génial, c'est que je n'ai pas pu, évidemment, vous mettre toutes les fiches disponibles, mais en fait, ça se lit quasiment comme une BD. Et tous les dessins sont vraiment pleins de vie, avec des petites remarques où on montre plutôt la vie que la tristesse, l'administratif, la lourdeur qui peut être attachée au cancer, bien évidemment. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'ai terminé. Merci Emmanuelle. C'est une autre façon de voir comment l'expérience patient et les savoirs qui sont inclus dans l'expérience patient peuvent aussi commencer par de l'aménagement. C'est pas toujours par là où on attend que ça arrive, que ça provient. C'est aussi parfois la possibilité, au travers de l'équipement immobilier ou d'un bâtiment, que ça peut surgir. Et c'est assez important qu'on puisse s'en saisir et d'avoir une logique comme celle qui a eu lieu à Becquerel. Mais vous avez bien compris dans ce qu'Emmanuel a dit que c'était aussi à la fois une affaire de gouvernance, une affaire d'équipe et une affaire de mobilisation de personnes concernées par une maladie pour arriver à mettre en œuvre une logique de ce type-là. Il y a Françoise qui est dans la salle, qui va passer
les micros à ceux qui veulent poser des questions. Et puis il y en a un certain nombre qui sont déjà arrivés ici. Ça serait bien tous les deux que vous veniez nous rejoindre, Emmanuel et moi, parce que il y a des questions pour vous, des questions pour d'autres. Alors je vais peut-être prendre la première si j'arrive à ne pas faire ce que j'ai dit qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire toucher cette tablette. Bon, bref, peu importe. Il y a des questions sur notamment la différence entre un représentant des usagers, un père aidant et un expert. Bon. Et ce qu'il faut savoir, c'est assez simple. C'est qu'en France, on a fait un choix, dans la loi du 4 mars 2002, on a dit un représentant des usagers, c'est un militant associatif qui est dans une association agréée. Et que cette personne, parce qu'elle est membre d'une association agréée, peut aller siéger dans des instances hospitalières et de santé publique. Là, ça se gâte un peu parce qu'on n'a pas dit qu'est-ce qu'elles étaient ces instances. Il n'y a pas de décret d'application, il n'y a rien. Il y a une tradition administrative. On appelle une instance hospitalière et de santé publique une instance qui a été instaurée par un décret, par une loi ou par un arrêté, en l'espèce du chef d'établissement concerné. Donc, disons que c'est une instance administrative avant tout, qui est dans un bain administratif, dans une culture administrative, même si elle s'occupe des droits des usagers ou de la vie des usagers dans le système de santé, c'est ça son rôle à cette instance. Et là, ne peuvent siéger que des représentants des usagers issus d'une association agréée. C'est assez simple. Tout le reste, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a des appellations, patient expert par exemple, il y a des appellations père aidant, il y a des appellations patient partenaire. Bon, on est dans une période d'émergence d'un phénomène émergent. Et c'est donc pas complètement anormal qu'il y ait des appellations diverses. Probablement, il faudrait y mettre un peu d'ordre. Du côté des pères aidants, il faut avouer qu'il n'y a pas de réglementation, mais il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup d'expériences, il y a beaucoup de papiers dans les revues qui déterminent qu'est-ce que c'est que le rôle de père aidant. Il y a des formations qui sont destinées aux pères aidants, donc c'est assez recommandé. Il y a une recommandation de l'HAS qui devrait sortir courant 2026, qui va préciser les rôles et missions des pères aidants, aussi bien en santé mentale, puisque c'est le secteur d'émergence des pères aidants, mais aussi dans le domaine de la lutte contre le cancer ou d'autres pathologies chroniques. Donc ça commence à être un peu éclairé. Et puis, il y a surtout sur les patients partenaires 2 modèles qui ont été développés dans le monde. Alors une fois de plus, c'est pas de la réglementation, c'est des modèles qui ont été travaillés par les sciences sociales, notamment la sociologie, les sciences humaines, qui montrent que les patients partenaires sont des personnes qui collaborent à l'intérieur d'un service de santé à partir de leur savoir expérientiel pour améliorer la condition des patients, bien entendu, mais aussi la prise en compte des attentes des patients par les organisations et les services de santé. C'est ce qu'Emmanuel a démontré dans ce qu'elle a raconté sur Becquerel. Donc ça bouge. Et il y a 2 papiers, 2 articles importants. Il y en a un qu'on appelle le modèle de Montréal. Si vous tapez modèle de Montréal sur Internet, il va ressortir tout de suite. Puis il y en a un deuxième qui a été développé à Lyon, aux Hospices civils de Lyon, qui s'appelle PEPS, comme si vous aviez du PEPS, et qui comporte une déclinaison un peu plus large que le modèle de Montréal, mais qui s'en inspire beaucoup. Il faut savoir que dans plein de pays autour de nous, ça commence à être reconnu. En Belgique, il y a un document public sur les patients partenaires. Au Grand-Duché du Luxembourg aussi. Enfin, dans de nombreux pays, ça avance. Ce qu'on entend par patient partenaire, après, c'est des déclinaisons derrière. Il y a ce qu'on appelle le patient ressource, qui est plutôt mobilisé dans un établissement de santé pour concourir à l'amélioration. Il y a le fameux patient père, qui est à peu près la même chose que le père aidant. Il y a le patient formateur, c'est celui qui va dans des formations universitaires ou des formations professionnalisantes pour apporter un certain nombre de connaissances et de savoirs. Et puis il y a le patient chercheur qui est lui inclus dans la recherche, soit pour induire des perspectives de recherche nouvelles, soit pour travailler directement dans cette recherche. Puis il y a une 5e figure, mais qui est un peu moins connue et moins partagée, en tout cas en France, qui est le patient coach, qui a vocation à animer un groupe de pères aidants ou qui a vocation à animer un groupe de patients partenaires, qui se développe un petit peu moins parce que sans doute ça a une réalité
au Québec, ça a moins de réalité en France, mais je suis sûr que ça va progresser un jour ou l'autre. Donc c'est un tableau un peu complexe que je vous ai dressé en répondant assez vite parce que je ne veux pas occuper la séance, mais sur cet aspect de patient partenaire, de la même manière que sur Père aidant, la HAS publiera probablement en juin ou en mai prochain un guide avec des fiches qui correspondent à chacune de ces positions, patient ressources, patient aidant, patient chercheur, patient formateur. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. J'en profite pour répondre à une autre qui était mêlée à celle-là. Est-ce qu'il va y avoir des DU de père aidant qui seraient accessibles sur le web? Et malheureusement, c'est assez difficile. Une partie de la formation est parfois sous format électronique, mais ça nécessite quand même des regroupements dans les locaux universitaires. Donc, quand on est à 300 km d'un pôle universitaire et qu'on ne peut pas se déplacer parce que justement, par ailleurs, on est père aidant, c'est pas toujours facile. Je regrette de faire cette réponse, mais ces formations ne sont pas totalement électroniques. Il y a des temps de regroupement qui sont indispensables pour cranter un certain nombre de niveaux dans ces formations. Il y avait une question pour Emmanuel Hoche. Est-ce qu'il y avait des représentants d'usagers dans le projet immobilier au sens de la loi et pas au sens des usagers en général? Oui, absolument. Ils ont été impliqués aussi. On a donc une commission des usagers. Je crois que l'équivalent dans le médico-social, c'est les conseils de vie sociale, me semble-t-il. Ouais. Voilà. Donc on a une commission des usagers, comme dans tout établissement médical, et ils ont été impliqués autant que nous, autant que les autres citoyens, autant que les professionnels de santé. Ouais. D'accord. Et j'avais une question pour Gilles. À un moment donné, tu as parlé du soutien entre pairs. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent qu'est-ce que c'est que le soutien entre pairs? J'ai encore appuyé sur un truc où il ne fallait pas appuyer. Ah, voilà, ça y est. Qu'est-ce que c'est que le soutien entre pairs? Parce que aussi bien toi dans le domaine de la santé mentale que moi dans le domaine du sida, ça a une réalité, mais peut-être que pour le grand public, ça ne se comprend pas forcément. Donc en fait, ce qu'on va appeler le soutien entre pairs, il y a deux formes. La première forme, c'est ce qu'on appelle les groupes d'autosupport. Un groupe d'autosupport, c'est un ensemble de personnes, je prenais l'exemple tout à l'heure des alcooliques anonymes, d'accord, qui se retrouvent et qui se soutiennent et qui mettent en place, qui créent un savoir, des outils. Moi, je me rends compte qu'il ne faut pas que je passe à tel endroit. Est-ce que ça marche pour tout le monde de ne pas passer devant un bistrot? Moi, je me rends compte que boire du coca, ça me rappelle le whisky coca et que je buvais du whisky coca. Et c'est des choses comme ça qu'on valide, d'accord, dans l'expérience en commun. Il n'y a pas de soignant, il n'y a personne. C'est vraiment comment est-ce qu'on met en place des outils concrets aussi pour se soutenir les uns les autres, d'accord. Mais c'est aussi créer du lien, d'accord. C'est pouvoir appeler Marcel, parce que je sais que Marcel, on a quelque chose en commun et que quand ça ne va pas, d'appeler Marcel, moi, ça m'évite d'aller au bistrot. Voilà, donc c'est mettre en place ça. Et après, nous, en psychiatrie, il y a aussi le soutien entre pairs qui se passe dans les unités. Et là, c'est complètement informel. Mais donc là, on n'est pas dans des logiques de père aidance, mais c'est comment est-ce qu'on se soutient, comment est-ce qu'on se donne des outils pour vivre dans l'unité psychiatrique. Dans des unités fermées, c'est pas simple. Et donc, justement, là, savoir un peu le fonctionnement de l'unité, pouvoir se passer des outils pour vivre dans l'unité, pouvoir se parler de choses auxquelles on ne peut pas parler aux soignants, parce qu'il y a des choses dont on ne parle pas aux soignants, voilà, et qu'on peut échanger comme ça entre pairs. Ça nous permet justement et c'est souvent sous forme de groupe, sous forme informelle, voilà, à l'endroit où on fume les cigarettes, dans la cour. Voilà, là, on se retrouve et puis là ça tchatche. Et puis il y a des groupes qui se défont. Et puis il y a un groupe de 3, un groupe de 4, un groupe de 6 par affinité et qui se construisent comme ça et où on arrive à justement partager. Celui qui est là depuis 6 mois, voilà, peut partager une expérience à celui qui débarque ou à celle qui débarque. Voilà, et comment est-ce qu'on travaille comme ça ensemble, en dehors de tout encadrement professionnel. Voilà, c'est un peu, je ne sais pas comment ça se passe. Oui, c'est l'autosupport. Mais c'est vraiment la logique de l'autosupport. On n'a pas besoin de sachants pour pouvoir créer un savoir et pour pouvoir fonctionner. C'est ce que dit Gaudry. Hein, voilà, des pratiques, des outils qu'on met en place, on les valide collectivement et du coup, ça devient un savoir expérientiel, même si au départ, il ne s'est pas pensé comme savoir expérientiel. Je veux dire,
Ah, manger une orange, ah, les oranges, c'est dégueulasse. Ben oui, tu les manges avec la peau. Moi, ce que je fais, c'est que je les épluche, et c'est vachement meilleur. C'est un petit truc, et ah, ben oui, c'est meilleur pour tout le monde d'éplucher les oranges. Ah, ben c'est chouette, maintenant, on va éplucher les oranges. Voilà, c'est un exemple. Voilà. On a souvent l'impression que les savoirs expérientiels, c'est des petits trucs, mais c'est des petits trucs qui comptent énormément dans la vie des gens, parce que d'abord, il s'agit de leur vie, et c'est très, très important. Je vais passer la parole à la salle, puis après, on va revenir à la tablette des questions à distance. Oui, bonjour. Moi, je suis patiente partenaire, du moins c'est comme ça que je m'appelle. J'avais une question parce qu'en échangeant avec les professionnels de santé, j'ai le sentiment qu'il y a un peu une peur de la part de beaucoup de professionnels de santé de laisser la place à la parole des patients. Et cette peur, alors vous l'avez expliqué en partie, qu'elle peut venir en effet de l'histoire de la médecine descendante. Je me demandais si vous vous étiez quand même attelé à cette peur de vraiment en comprendre les mécanismes pour pouvoir aller au-delà. Parce que le problème de cette peur, c'est que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a certaines institutions, de groupes de réflexion qui pourraient vraiment bénéficier de faire de la place à des patients partenaires, des patients formés pour être dans le dialogue et qui ne le font pas parce qu'ils ont peur. Alors souvent, on me dit qu'on a peur du militantisme, mais quand on est patient formé, en général, on a travaillé là-dessus et on est parfois moins là-dedans, ou du moins quand on est dans un dialogue. Pour moi, il n'y a pas forcément ce problème-là. Et puis, je vais vous laisser répondre à la question. Emmanuel, tu peux répondre, et après, Oui, on bien sûr. regardera peut-être comment lever les peurs, parce qu'il y a aussi des solutions pour les résoudre. Vaste sujet, c'est effectivement toute la problématique. Quand j'ai dit tout à l'heure, je faisais la version courte, c'est exactement ça. Je vais reprendre les propos d'un chirurgien avec qui je travaille beaucoup aujourd'hui et qui ça se passe super bien. Un jour, je suis à une table ronde à Santexpo et il y a une question d'une ancienne directrice des soins d'un autre centre qui dit j'ai une question pour toi, Emmanuel, le partenariat patient, au début, comment ça se passe? Et à ce moment-là, je vois le chirurgien arriver sur le stand et je dis à mes collègues de la table ronde, si vous permettez, je vais faire une entorse et je vais la citer parce que tout est transparent, mais je dis ce que je vois que le docteur Frédéric Forestier vient d'arriver. Fred, est-ce que tu peux venir? Il y a une question à laquelle j'aimerais que tu répondes. Et je lui dis, le partenariat patient, au début, comment ça se passe? Et donc, elle prend la parole, elle dit, en fait, au début, ça se passe mal. Ça se passe mal parce que nous, médecins, on a des œillères, on a été éduqués comme étant les sachants, même si ça se passe mal parce que le patient n'a pas les codes. Moi, j'avais pas du tout les codes du milieu médical. Je connaissais plein de secteurs d'activité, sauf le médical. Je me suis dit, un de plus, c'est pas grave. J'étais consultante, j'étais à mon compte avant. J'ai une société de conseil en ressources humaines, donc je venais de secteurs d'activité qui n'avaient rien à voir. Donc ça se passe mal parce que le patient n'a pas les codes. Et puis, à un moment donné, le patient commence à avoir les codes, donc il ajuste. Comprendre, Emmanuel a ajusté. Nous, médecins, on commence à ouvrir un peu les œillères. Donc, du coup, on commence à se regarder un peu de loin, on commence à se parler, à s'apprivoiser, on commence à avoir confiance. Et puis après, on commence à collaborer. Et elle dit, là, une fois qu'on a compris, c'est que du bonheur. Et en fait, à la fois pour lever les freins et à la fois, ce qui explique la problématique, c'est qu'en fait, ce sont deux mondes qui se rencontrent. Deux mondes qui parlent pas la même langue, deux mondes qui n'ont pas la même culture, deux mondes qui ne vont pas au même rythme. La médecine va extrêmement vite sur la progression dans la médecine. Pour tout ce qui est autour, on est sur une autre planète. Moi, je suis arrivée dans le milieu médical, j'ai dit, mais où je suis? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais rien. On était à des années-lumière de mon monde d'avant. Et je dis bien mon monde d'avant, ce sont deux mondes différents. Et un autre exemple, toujours avec Frédéric, je l'embarque dans mon monde d'avant à un barbecue de la CPME, donc c'est un syndicat des petites et moyennes entreprises. Comme elle n'est pas du tout bégueule, elle se régale, les merguez, les saucisses, on y va, les frites, elle se marre, elle discute avec plein de gens. Et tout d'un coup, je la vois s'arrêter net. On est en extérieur, on arrive, tout le monde se fait la bise, tout le monde se tutoie. Et je la vois qui fait ça. Et là, elle me regarde et elle me dit, t'es passé de ça à l'hôpital? Je lui dis, oui. Elle me fait,
Ok, là j'ai compris. C'est vraiment ça, c'est deux cultures totalement opposées. Si vous n'avez évolué que dans le milieu médical, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe ailleurs. J'ai une de mes meilleures amies qui est médecin. Je lui dis, est-ce que tu peux m'expliquer les codes? Je ne comprends rien. Elle me regarde, elle me dit, je vois bien que ton monde et le mien, c'est pas pareil, mais je peux pas expliquer, je sais pas, je comprends pas. Et ça, c'est ce travail en profondeur qui est nécessaire pour comprendre les codes, la culture du milieu médical et d'apporter, et c'est aussi tout ce que les personnes qui s'impliquent dans le partenariat patient peuvent aussi apporter, c'est que la grande majorité ne viennent pas du milieu de l'hôpital. Elles viennent d'un autre secteur d'activité qui est perçu comme... Mon Dieu, il y a un truc nouveau qui m'arrive dessus, je ne sais pas ce que c'est. Moi, quand j'ai commencé à parler de réseautage, je revois ma chire qui me fait « T'es allé au rugby vendredi ?» Oui. Avec Fred? Oui. Fred, toujours la chire, ok. T'as réseauté? Oui. Elle me dit bah, « Je savais pas que ce mot existait. » C'est-à-dire que travailler le réseau, c'est une évidence pour n'importe quel secteur d'activité. Le médical, il y en a certains qui, heureusement, connaissent bien, et voilà, mais il y en a plein, ils savent pas ce que c'est, en fait. Et donc, ça paraît complètement aberrant, mais ce sont deux mondes qui se rencontrent. Et donc pour moi, lever le principal frein, c'est commencer à comprendre le monde médical, et ensuite comprendre la différence qu'il y a avec un monde autre, et les amener à collaborer, à coïncider. Et une fois que ça s'est enclenché, derrière, ça marche. Mais il faut apprendre une autre langue, en fait. C'est pareil, le vocabulaire, les codes, tout ça, enfin, tout est différent. Et une fois, et je termine là-dessus, j'ai demandé à une radiologue avec qui j'ai commencé un petit peu à collaborer au bout de plusieurs années, je lui ai dit, écoute, c'est pas une interro surprise, mais si je te demande, est-ce que tu sais ce que je fais à Becquerel? Qu'est-ce que tu me dis? Elle me fait, t'es un traducteur entre les médecins et les patients. Je lui dis, ça va, c'est bien résumé. Mais c'est un peu ça. Gilles, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui. Maryse aussi? Parce qu'en psychiatrie, c'est un peu différent, dans la mesure où on connaît l'hôpital pendant longtemps. Généralement, on commence au début de l'âge adulte, et puis après, on en prend pour longtemps. Il y a deux choses. Il y a un document qui a été réalisé par Nicolas Franck, le Centre de réhabilitation psychosociale du Vinatier à Lyon. D'accord. Et lui, il met en place un dispositif. Alors, ça tient pour la psychiatrie, mais la préparation des équipes. Il dit la première chose, c'est ça. Il va y avoir quelqu'un qui va débarquer. Si les équipes ne savent pas ce que c'est que la réhabilitation psychosociale, ça ne marchera jamais. Donc ça, c'est la première chose. Il y a des équipes qui savent ce que c'est la réhabilitation psychosociale et qui me disent « Tu t'assois sur la chaise là, t'inquiète pas, la réhab, je connais tout, mais tu me laisses faire. » Voilà, là déjà, on se dit « Bon, ils ont tout compris, mais ça ne marche pas. » D'accord. Et puis ensuite, là, je travaille en suicidologie. Ça, c'est quand je travaillais à Avignon, mais je travaille au Vinatier à Lyon en suicidologie. La première chose qu'a fait mon chef de service, je suis arrivé, tout le monde « Ah bonjour Gilles, c'est toi le père aidant ?» Il m'a donné un bureau avec écrit père aidant. Bon, je me suis dit chouette. Et puis j'ai dit bon, alors je commence et tout ça, parce que c'est particulier, la suicido, c'est pas la même chose que des suivis. On est sur une crise de vie, sur du psychotrauma, on n'est pas sur une pathologie. Et il m'a dit tu vas t'asseoir, puis tu vas circuler dans le service tranquille, tu vas regarder, tu peux assister à tous les rendez-vous tranquillement, tu te mets dans un coin et tout ça. Et j'ai passé un mois à faire ça et à discuter avec l'équipe et tout ça pour un peu trouver ma place tranquillement. Il me dit, regarde la littérature, parce que ça n'existe pas, la pérédance en suicidologie. Essaye de voir si tu as des trucs que tu peux récupérer, tout ça. Donc, il y a différentes façons de faire, mais la première chose, c'est l'accueil. Là, lui, il m'a laissé le temps énormément. Il y a des services qui s'emparent des outils de Nicolas Franck, de son équipe, sur justement comment est-ce qu'on prépare une équipe une fois qu'on veut, qu'il y ait quelqu'un qui vienne, comment on travaille, comment on amène les notions, comment est-ce qu'on dit justement démocratie, voilà, comment est-ce que ça va vous gêner là, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça va pas faire mal, enfin voilà. Et puis après, il y a ce qu'a fait Édouard Laune à Lyon, c'est de me dire, prends le temps d'observer, de rencontrer tout le monde, de parler, de voir comment chacun est positionné par rapport au boulot, pour voir toi quelle place tu peux trouver à l'intérieur de ce dispositif. Voilà. Je complète ce qu'ils ont dit tous les deux parce qu'il y a un élément qui est très important, c'est la formation en commun aussi. Quand on décide d'initier un programme de patients partenaires,
il faut que tout le monde soit là autour de la table et que tout le monde accepte de se former en commun aux logiques du partenariat. Parce qu'il y a des gens plus équipés que moi dans la salle ici pour répondre, mais il y a des stades, il y a des choses à respecter. S'il n'y a pas de diagnostic partagé, on aura du mal à aller un peu plus loin. Si tout le monde n'est pas d'accord sur le problème, parce que j'aime bien le rappeler toujours, quand on ne met pas en place des patients partenaires pour faire salon. On met des patients partenaires en place pour résoudre une difficulté, améliorer des résultats cliniques, améliorer un confort hospitalier. C'est en général pour résoudre une difficulté. Donc c'est important que cette difficulté-là, elle soit partagée en commun et qu'on se dise, bah, pour la résoudre, on va avancer comme ça, comme ça, comme ça, avec parfois des difficultés. Une autre question dans la salle? Bon, ça marche, oui. Merci pour ces échanges. Moi, j'avais une question parce qu'on a un dispositif expérimental en matière de pair aidance pour du burn-out. Et on a du mal à se catégoriser, on a du mal en termes de sémantique aussi, quel terme on utilise, parce que c'est vraiment quelque chose qui s'est bâti de façon assez empirique en fait. Nous, on l'a pensé à la fois pour le bien du patient, du coup, mais aussi dans une vocation de remobilisation et de rétablissement pour la personne pair aidante, en fait. Sachant qu'en matière de burn-out, il peut y avoir des grosses difficultés de retour à l'emploi. Et on s'est rendu compte qu'en utilisant la pair aidance, ça permettait de remobiliser, ça permettait de reprendre confiance en soi, de redonner du sens et se remettre dans un collectif de travail quand on a des personnes traumatisées par le travail, en fait. Et donc, on a du mal à savoir si on rentre là-dedans parce que, par exemple, on parle de pair aidance, mais pour des personnes qui vont être dans des groupes de parole avec d'autres personnes et partager leur expérience. Mais on va aussi parler de pair aidance pour des personnes qui ne se sentent pas d'être dans le collectif, mais vont proposer par exemple de rédiger des articles de blog à destination des autres, venir dans des entreprises pour partager leur expérience et sensibiliser. Est-ce que tout ça, c'est des pairs aidants? Est-ce que c'est des patients experts? On a aussi un comité scientifique, du coup, avec différents laboratoires, on donne notre cœur à la science et on fait on essaye de donner des éléments. Est-ce que du coup, on est pairs aidants là? Nous, on a cette question-là de savoir dans quel cadre on rentre parce qu'on ne connaît pas de dispositif complètement équivalent à ce qu'on a. Père aidant, c'est le terme, moi, de tous, entre médiateurs de santé, père, machin truc, je m'y perds. Donc père aidant, PAIR, parce qu'une fois j'ai accompagné un jeune homme, j'avais l'âge de son père, donc pendant longtemps il pensait que j'étais un père aidant, il ne comprenait pas trop, donc il a fallu plusieurs séances tranquillement à discuter pour qu'il arrive à comprendre que j'étais un père PAIR, voilà, même si j'avais quelques années de plus que lui. Donc moi le terme de père aidant, il m'intéresse parce que justement c'est le père, voilà, je suis à côté de mon père, donc voilà, c'est cette notion d'égalité, voilà. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous dites, c'est effectivement la notion d'aller mieux. On l'a vu dans l'exposé, c'est-à-dire que le fait de s'engager permet d'aller mieux. Il y a un très bel article d'une dame qui s'appelle Ulanova, qui traite de suicidologie et qui parle justement des pairs en suicidologie. Ça leur permet de faire un meilleur deuil et d'aller mieux. Et donc, même en santé mentale, en dehors de ça, on sait que d'aider permet d'aller mieux. Ça, c'est une chose importante dans ce que vous dites, et je trouve que c'est vraiment important de garder cette chose-là et même de communiquer là-dessus, de dire ne pas rester seul, mais aider autrui, maladroitement, et puis ça peut être effectivement en écrivant un mail, en faisant un dessin. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément dans la discussion que ça passe. Hein, c'est pas forcément de cerveau à cerveau. Tout ça, c'est justement effectivement de la pair aidance au sens pur. Voilà, on est vraiment dans le voilà. Comment est-ce que des pairs s'aident les uns les autres et comment certains choisissent de se mettre à un endroit où justement ils vont faire cette transmission. Et pour moi, on est vraiment voilà. Après les noms, il n'y a aucun code RNCP qui existe, d'accord. Donc moi, père aidant au Vinatier, je suis engagé comme moniteur éducateur. Voilà, ça n'existe pas. Ce métier n'existe pas. Donc on invente, on se fait engager. Alors là, ça travaille là-dessus pour justement faire évoluer ça. Il y a Esper de Lyon qui travaille là-dessus. Parce qu'effectivement, pour le moment, on n'existe pas. Donc on peut bien s'appeler super pair incroyable interplanétaire.
Ça gênera personne parce qu'il n'y a pas plus de noms pour ça que pour autre chose. Enfin, donc voilà. Donc du coup, autant choisir un terme qui vous plaît, voilà, où vous vous sentez bien. Et moi, personnellement, je recommande le terme de père aidant, voilà, parce qu'en plus, on n'est pas du côté, on n'est pas entre. Ce que tu disais, Emmanuel, pour moi, on n'est pas entre les équipes et les personnes. Moi, je suis du côté des personnes. Voilà. Après, j'explique, oui, tu prends un neuroleptique, ah ben oui, tu prends 20 kilos, ben oui, ce neuroleptique, il a tendance à faire prendre du poids, machin, voilà. Peut-être qu'on peut voir avec le psychiatre pour en changer, voilà. Mais ma question, elle est, je sais de quel côté je suis. Voilà, ça ne veut pas dire que je suis contre, mais je suis vraiment ancré à cet endroit-là. La pérédance, c'est l'idée qu'on mobilise des personnes qui ont traversé une épreuve de la maladie pour en aider d'autres à traverser eux aussi cette épreuve de la maladie. Alors là, c'est très particulier parce que c'est le burn-out, mais je pense qu'il ne faut pas être trop attaché aux appellations. Ça peut probablement être rassurant, mais il faut s'attendre à ce que dans un mouvement émergent comme ça, il y ait toujours des choses qui paraissent un peu atypiques ou un peu en marge d'eux. Je me souviens au tout début, dans la lutte contre le sida, quand on a créé les groupes d'autosupport, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc? À quoi ça sert? Après ça, les groupes de parole à l'hôpital, ça n'allait pas non plus. Donc, c'est des choses qui sont en mouvement, donc ça frotte toujours un petit peu. Vous aviez l'air de vouloir dire quelque chose ou de rajouter quelque chose, non? Oui, j'ai oublié. On reviendra un peu après, peut-être. Ah oui, Emmanuel, vas-y. Ouais, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Gilles, en fait, il faut que ce soit un terme qui, un terme avec lequel vous êtes à l'aise. Il y a le père aidance, mais ça peut être père accompagnateur, ça peut être parrain, ça peut être peut-être demander aux personnes comment elles ont envie d'être appelées et de se positionner. Ça peut faire l'objet d'une petite réunion ou brainstorming sur savoir comment on a envie de s'appeler. Après, ça peut être juste une personne qui est passée par là et on s'appelle pas forcément, mais tiens, il y a quelqu'un qui peut t'aider et c'est tout. C'est peut-être que c'est ça aussi la solution pour vous. J'en sais rien, j'ai pas la réponse. Sur les formes d'accompagnement, le mentorat. Il y en a qui parlent de mentor. Voilà, un accompagnement, un mentorat. C'est un autre nom, c'est derrière une autre philosophie, mais voilà, il y a d'autres noms. Juste, je me souviens de ce que je voulais rajouter. Est-ce que ça a été étudié, justement, le rétablissement via la pérédance, en fait, le rétablissement Alors, en réhabilitation psychosociale, évidemment, ça a été étudié et c'est efficace. C'est efficace. Il y a vraiment eu des études qui ont été faites parce que c'est un domaine où c'est assez facile. Enfin, on va enregistrer sur des groupes. Donc, on va être sur des groupes voilà, des essais contrôlés randomisés. Les personnes qui font tel type de pratique, par exemple des directives anticipées de la psychiatrie ou des plans de crise conjoints et tout ça, on observe une baisse des hospitalisations en urgence. Donc on se rend compte que c'est efficace. On se rend compte effectivement que sur les questions de sortie, un accompagnement par un père aidant à la sortie de l'hôpital, qui est un truc atroce, effectivement, ça permet à la personne de se réorganiser, de se rémobiliser, de créer du réseau et donc effectivement là aussi d'éviter. Donc il y a des marqueurs qu'on peut avoir voilà, simplement l'hospitalisation, le rythme d'hospitalisation, le rythme d'arrêt du travail. Voilà, les personnes reprennent et puis on se rend compte qu'après 3 mois, ça recraque et puis ça n'arrive pas à tenir, Bon, ben voilà, on met en place des dispositifs. Ah ben tiens, les personnes qui suivent ce dispositif arrivent à aller mieux. Donc, en termes de réhab, oui, on a quand même vraiment il y a vraiment des indicateurs qui permettent de montrer que la pérédance est efficace à cet endroit-là. Je te remercie, Gilles. Et j'en profite pour vous dire, j'ai enlevé les lunettes parce que l'heure est grave. La régie me rappelle à l'ordre. C'est l'intérêt d'une régie, c'est fait pour régir. Et donc, il y a plein de questions qui étaient en bas de la page que j'avais pas vues. Donc, on me dit, il faut répondre à toutes ces questions. Comment ça se passe quand le patient a du mal à s'exprimer, mais avec un aidant qui n'est pas pris en compte? Alors, j'imagine que comme il y a beaucoup de questions, il faut qu'on fasse des réponses courtes. Il faut changer d'aidant. Alors évidemment, si c'est son père ou sa mère ou son frère ou sa sœur, c'est moins facile. Mais probablement, il faut en parler d'une manière ou d'une autre à l'intérieur du service. Alors,
On vous dira que nous, à l'HAS, on a développé beaucoup d'outils dans le domaine social et médico-social pour favoriser la prise de parole des personnes. Karine, j'ai vu ta main levée. Non, tu voulais dire quelque chose, une question? Répondre à celle-là? Vas-y. Par rapport à ce que tu dis, juste je monte dessus. Julia Boivin, voilà, Ouais. qui est effectivement une intervenante, qui est à la HAS et tout ça, qui est quelqu'un de remarquable. Effectivement, sur certains types de pathologies, parce que nous, on est bien, on est beau, on est propre, tout va bien, c'est parfait, on s'exprime et tout. Il y a effectivement des personnes qui ne sont pas en capacité de faire ça. Donc, comment est-ce qu'on travaille? C'est beaucoup plus difficile sur des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer et pourtant, elles ont droit à une autodétermination. Comment est-ce qu'on construit des dispositifs pour qu'elles puissent avoir droit à l'autodétermination? Peut-être qu'il faut construire ça autrement, que le professionnel, là aussi, se positionne autrement pour que la personne puisse choisir, voilà, et capacité à choisir ce qu'elle veut. Et donc là, il y a vraiment effectivement parfois, parce que c'est des unités fermées, les aidants sont un peu dehors, donc les parents viennent de temps en temps faire des remarques, mais voilà, mais c'est comment est-ce qu'effectivement au sein de l'unité, là, il y a une posture à travailler pour que l'autodétermination de la personne puisse être prise en conseil. Karine. Oui, bonjour, Karine Lefebvre, je suis professeure de droit des personnes vulnérables et je travaille vraiment sur ces questions de démocratie en santé et d'éthique. Je voulais savoir, alors merci d'abord pour vos témoignages et cette présentation du guide. Je voulais savoir comment vous avez, si et comment vous aviez travaillé cette question dans le champ médico-social, puisqu'on parle des personnes accompagnées. Et je m'aperçois, moi, au fur et à mesure des années, qu'il y a aussi beaucoup de frilosité. Vous parliez des médecins tout à l'heure, d'autres, voilà, de la rencontre de différentes cultures. Mais moi, j'échange beaucoup avec des infirmières, des aides-soignantes, des AMP, enfin, des professionnels, et je sens encore leur frilosité. Et pourtant, elles sont, beaucoup, elles, mais ils sont aussi au chevet de ces résidents, qui ont parfois des pathologies. Et donc, il n'y a pas encore le réflexe. Voilà. Et pourtant, on est en 2020, presque 2026. Hein, voilà, il y a plus de 20 ans de démocratie en santé, beaucoup plus même. Donc, comment vous avez travaillé cette question-là et comment vous vous projetez à l'avenir? Parce qu'il Il y a une question en beaucoup parallèle, d'ailleurs, Karine. Est-ce que les futurs professionnels sont formés sur l'expérience patient, les savoirs expérientiels lors de la formation? Et c'est effectivement une infirmière qui pose la question. Tu voulais répondre, Maryse? Oui, à la HS, ce sujet est fort travaillé, comme vous dites, madame, par la direction de la qualité pour les secteurs social et médico-social. Et cette direction a développé la notion de point de vue et de recueil du point de vue des personnes. Il y a des documents qui sont en ligne sur le site de l'HS qui portent sur ça. C'est vrai qu'il y a dans ces secteurs-là peut-être une sorte de paradoxe. On a le sentiment que l'expression de la personne et sa participation, c'est fondateur du travail social. C'est quelque chose, c'est une notion socle pour le travail social et médico-social. Et qu'en même temps, les professionnels sont peut-être moins armés et moins outillés pour recueillir l'expression en tout cas de l'expérience des personnes, que dans le sanitaire où ça se développe, ça se structure, il y a des questionnaires PREMS, PROMS, etc. Il y a toute cette expérience patient là qui se développe. Dans le médico-social, il faudrait probablement, en tout cas le constat de la chaise, c'est qu'il faudrait plus d'outils. Et c'est ce à quoi on s'emploie, donc autour de la notion de développer le recueil du point de vue des personnes accompagnées. Il y avait une autre question. Quels critères seront définis par la HAS pour la validation des organismes de formation des pairs aidants? Alors là, je vais répondre que ce n'est pas le mandat de la Haute Autorité de Santé, qui a un mandat d'évaluation des établissements de soins et des établissements sociaux et médico-sociaux, mais sur les formations, au plus loin que l'on peut aller, c'est mettre une maquette de propositions ou d'indications pour une formation dans les recommandations qu'on fait. Mais effectivement, j'ai vu que quand on regarde notamment ce que je m'appelle entre guillemets le marché des diplômes universitaires, dans le domaine, il y en a beaucoup. Et parfois, on ne voit pas trop la différence entre un DU de démocratie sanitaire, un DU de père aidant ou un DU de patient partenaire. Je trouve que la spécificité, la typicité de chacune de ces positions n'est pas toujours bien traduite dans ces DU. Je pense qu'on peut se permettre de faire des indications, mais comme on n'a pas de rôle sur le contenu des formations, on n'a pas de rôle, ça sera difficile d'aller plus loin. Mais je pense que c'est un chantier aussi qui va
prendre du temps. Il y aurait en France une société savante des patients partenaires, ça aiderait considérablement à améliorer les choses. Mais ça, c'est quelque chose qui reste encore à construire, parce que si on estime que c'est des savoirs et que c'est des compétences, moi, quand j'étais petit, on n'osait même pas dire savoir expérientiel, on disait savoir profane. C'était déjà bien vulgaire. Donc, il faut avancer raisonnablement là-dessus, mais sur cette histoire des organismes de formation, malheureusement, c'est pas notre champ de compétences. Oui, juste, c'est un débat éthique, hein, c'est une question. En quoi des enseignants de la faculté, qui sont des professeurs de psychiatrie, sont légitimes à dire à un patient « tu es le père aidant ». Voilà, c'est compliqué. Hein. Est-ce que c'est pas les pères aidants qui eux-mêmes doivent se former? On crée un CAP de père aidance, voilà, certificat d'aptitude professionnelle plutôt qu'un DU. Voilà, ça, c'est des questions aussi qu'il faut réfléchir et qui sont pas simples à réfléchir. En tout cas, on peut se référer. Je crois que c'est indiqué dans la conversation électronique qu'il y a un document du centre opérationnel du partenariat d'Occitanie dans lequel il y a toute une liste de formations. Alors, quelqu'un pose une question. Dans une association, on ne peut pas tout faire en bénévolat. Alors, pourquoi ne pas leur permettre de se former et participer professionnellement avec les soignants? Alors, c'est le cas, en fait. Parce que quand on est patient partenaire, on peut décider de rester bénévole. Mais on peut aussi décider, entre guillemets, de se professionnaliser et devenir professionnel d'un établissement de santé. C'est aujourd'hui les deux positions qui sont à peu près bien repérées dans les pratiques et sur lesquelles peut-être vous auriez des choses à dire les uns et les autres parce que vous n'avez pas la même expérience. La question piège. En fait, c'est un gros sujet au niveau national, parce que la problématique qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, soyons très factuels, le système de santé n'est pas prêt financièrement à pouvoir embaucher en masse des pères aidants qui veulent en faire un métier. Donc c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, on a alors je vais parler pour la cancérologie parce que c'est le domaine que je connais, mais on a quelques pères aidants qui sont salariés. Alors parfois par des financements ARS, parfois par des financements propres de l'établissement. Mais aujourd'hui, il y en a quand même très peu. Parce que justement, financièrement, c'est pas complètement ouvert. Et puis il y a d'autres problématiques, c'est que on a aussi des associations qui proposent de former des pères aidants, ou des associations qui font de la père aidance, mais qui vont prôner le bénévolat. Et donc aujourd'hui, la question aussi, on peut être sur une réflexion éthique, hein, et une fois encore, j'aurais pas moi la réponse, mais est-ce que en rémunérant des pères aidants, on va pas retirer un peu le moteur des associations, qui est simplement d'être dans le don et dans la générosité. Une fois encore, c'est une interrogation, j'ai pas la réponse, mais ça fait partie de tous ces sujets qui sont aujourd'hui soulevés en France. Juste, il y a deux méthodes, en tout cas en psychiatrie, qui toutes les deux posent question. La première, c'est il y a des engagements, il y a des pères aidants engagés dans les hôpitaux, d'accord, mais ça pose une question puisque le père aidant, dans ce cas-là, rentre dans l'organigramme de l'hôpital et donc il doit obéir aux injonctions de l'infirmier, du psychiatre, du cadre de santé, tout ça. Donc du coup, sa position devient très compliquée. S'il vient un peu mettre du désordre et de la démocratie, on peut aussi le rappeler à l'ordre en lui disant ben non, là, on va faire les choses comme ça et ça ira bien. Donc, première question. Ce qu'on a fait, nous, dans l'association Preuve, dans laquelle je travaille dans le Vaucluse, on facture. Donc du coup, c'est X euros de l'heure, 40, voilà, pour le dire. Et les gens viennent et donc l'hôpital paye. On travaille dans le médico-social, c'est pareil. Mais après, on est dans une logique libérale. Il faut avoir du débit pour pouvoir salarier les gens. Dans l'association, on ne salarie pas. Mais ce qu'on fait par contre, c'est qu'on aide les personnes à se former. Avec l'argent qui rentre, eh ben, on peut permettre à des pères aidants bénévoles de suivre une formation. Et donc, cette formation leur permet d'acquérir des outils et de mieux faire de la père aidance. Voilà, donc on trouve des systèmes comme ça. Mais les deux c'est pas formidable. L'un comme l'autre, quoi. C'est pas, je veux dire, il y a pas, pour le moment, on n'a pas trouvé de solution.
Et juste pour ajouter, j'ai lu une étude il y a quelque temps, je crois que c'est la branche santé du cabinet Mazars qui avait dû sortir ça. Il y avait aussi des données qui montraient, alors j'ai plus les chiffres en tête, hein, pardonnez-moi, mais des données assez conséquentes qui montraient que les patients qui bénéficiaient d'un père aidant accordaient une grande importance à ce que la personne soit bénévole et non salariée de l'établissement pour une question de liberté de parole. On va peut-être pas oser dire la même chose à quelqu'un qui n'est pas salarié, membre de l'établissement, contrairement au fait que la personne soit salariée. C'est vrai qu'il y a des choses sur le même principe que quand on se parle de patient à patient ou d'aidant à aidant, on va pas dire la même chose que ce qu'on dit à son médecin ou à son infirmier. Et c'est vrai que moi, il y a des choses, les médecins, je leur ai dit plus tard, mais pourquoi tu me l'as jamais dit? Ben, je sais pas pourquoi je te l'ai pas dit, mais en tout cas, oui, entre patients, on se l'est largement dit. Donc je sais pas, ça fait partie des réflexions. Et puis en psychiatrie, il y a beaucoup la hache aussi. Il y a les questions. Donc c'est formidable, mais ça pose des problèmes aussi. C'est des caches dorées parce que si on travaille, on nous retire. Donc du coup, si je me mets à travailler, voilà, on va me retirer. Puis si je me mets vraiment à travailler, puis qu'après ça craque, on va me dire, il faut refaire un dossier d'AH. Donc du coup, ça aussi, c'est pas simple à manœuvrer. C'est pas simple à manœuvrer, et c'est vrai que ce sont des difficultés, mais en même temps, on voit bien qu'il y a aussi une aspiration, des revendications à une reconnaissance des patients partenaires, y compris, que c'est très très important. Vous les avez peut-être vus, un document du Conseil national de l'ordre des médecins, un document de l'Académie de médecine. Il y a une poussée quand même sur une reconnaissance. Et la difficulté pour nous en France, c'est de ne pas forcément cliquer sur un modèle qui a été conçu à l'étranger, dans un contexte où il y a moins de place des associations, pour venir le transposer en France. Il y a des réalités de terrain qu'il faut qu'on prenne en compte, et aussi l'existence d'une puissance publique qui, chaque fois qu'on lui trouve un nouveau terme, se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Où je le range? Où je le mets? Donc il y a aussi un peu, entre guillemets, d'hygiène entre nous pour faire en sorte que ce qu'on dit, ça soit compréhensible aussi par ceux qui font les réglementations, sinon on aura du mal à avancer. Il y a une question qui est aussi posée en complément de la prise en compte directe de l'expérience et de l'avis des patients, par les patients partenaires, les patients experts, etc. Quel rôle pour les associations de patients dans les principes et dispositifs qu'on a évoqués? Elles ne sont pas du tout interdites de travailler dans ces processus de partenariat. C'est l'inverse qui est un peu interdit. C'est quand on n'est pas un patient issu d'une association agréée qu'on ne peut pas être représentant des usagers. Inversement, quand on est membre d'une association, on peut tout à fait participer à une logique de partenariat dans un établissement de santé. Ça n'est d'ailleurs pas tout à fait nouveau. Je crois qu'il y a une circulaire qui date de 2006 qui prévoyait des conventions de collaboration entre les associations et les établissements de santé. Bon, je pense que personne n'a osé sortir la comptabilité des conventions qui ont été signées. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais c'est sûr que le modèle du patient partenaire va venir s'instaurer dans ce type de rapport, mais tout le monde peut être, au fond, un partenaire du système de santé d'une manière ou d'une autre, dans une logique d'aménagement d'un établissement, dans une logique d'amélioration de la qualité, dans une logique d'amélioration des résultats. Donc, c'est probablement un outil en plus dans la perspective démocratique, parce que j'aime bien le dire, une partie de la démocratie, ça consiste à siéger, mais une autre partie de la démocratie, ça consiste à faire. C'est notamment la leçon de la conception américaine de la démocratie chez Dewey, mais c'est aussi de faire des choses, de donner du pouvoir aux gens dans des endroits et de faire que les choses, elles se transforment. Donc, c'est une idée importante, mais il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de prohibition d'un représentant associatif, quel qu'il soit, pour aller dans une logique de partenaire, sauf à comprendre qu'on n'est pas là pour un plaidoyer collectif, on est là pour s'intéresser à la situation qui a été décrite dans le diagnostic partagé et essayer de la résoudre avec les moyens qu'on a devant soi. Alors que dans des représentants des usagers au sens classique, on sera plutôt dans un rôle de plaidoyer ou dans un rôle d'orientation stratégique. Ici, on est plus dans un contexte, au moins pour ce qui est des patients partenaires dans le système de santé, sur une logique d'amélioration de la qualité et d'adaptation de l'offre. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui, madame. En bleu et après la dame en vert. Oui.
Oui, merci. En fait, vous venez un peu de répondre en partie à ma question. C'était sur comment, justement, on peut valoriser la collaboration avec le partenariat patient. Et est-ce qu'il fallait obligatoirement en passer par la rémunération? Donc, c'est vrai que j'ai eu ma réponse. Moi, à ce titre-là, je suis patiente partenaire et du coup, je suis rémunérée par une maison de santé. Ça a été leur volonté, donc c'est vrai que c'est une pratique assez récente, je l'entends bien, mais je vois de plus en plus sur les réseaux justement passer des réels questionnements par rapport à cette valorisation en tous les cas. Et elle ne passe pas forcément par la rémunération, mais voilà, qu'en est-il et qu'en pensez-vous? Alors, je pourrais botter en touche en disant facilement que ce n'est pas une question qui relève des compétences de l'HAS, mais comme vous le savez, je suis deux à l'intérieur de moi-même et je reste un militant dans l'âme. Personnellement, je suis convaincu qu'il faut aménager les règles. Voilà. Et je ne sais pas quelle forme ça va prendre encore, mais je vois bien qu'il y a des difficultés. Gilles les a évoquées. Quand quelqu'un est bénéficiaire d'un minima social en raison de la maladie, avoir une rémunération même minime aboutit à perdre ce minima social. Donc c'est important de trouver des solutions. On en a trouvé dans d'autres mécanismes en France. Hein. Les pompiers volontaires sont par exemple défrayés, rémunérés, et sans avoir même un impact fiscal sur leur impôt. Donc il y a les gens qui participent au Conseil économique, social et environnemental, quand il y a une convention citoyenne, sont indemnisés pour leur participation à la convention citoyenne au nom de la contribution à l'intérêt général. Donc je pense que ces choses-là, elles vont évoluer. Je suis convaincu qu'il y a une place entre le bénévolat et le salariat. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut l'appeler, peut-être le volontariat, mais on peut trouver... Alors, il y a des dangers, il y a des limites. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu une affaire extrêmement récente à propos des Jeux Olympiques de Paris. Il y a une revendication de certains volontaires des Jeux Olympiques de dire, mais au fond, j'avais une position de salarié. Je recevais des ordres et je les exécutais. Donc, il faut faire attention à ce que ça ne soit pas requalifié comme du travail dissimulé aussi. Enfin, on est dans une zone qui est une zone en mouvement, en changement. Alors, je suis sûr que ça va changer favorablement, mais ça le changera d'autant plus favorablement que les choses auront été clarifiées par la législation publique. Mais comme vous le savez, ce n'est pas un secret, c'est difficile de trouver en ce moment quelqu'un qui prenne le leadership sur une réglementation publique là-dessus. Madame ? Oui, bonjour. Moi, je voulais donner deux informations. Vous avez parlé de société savante. Il existe quand même l'Institut français de l'expérience patient, qui est une organisation à but non lucratif. Et je voulais donner l'exemple aussi d'une association comme Vaincre la mucoviscidose, qui subventionne des formations alors de 40 heures, mais uniquement si c'est un binôme soignant-patient-partenaire. Oui. Donc, ça, c'est dans le donc cadre c'est pas antinomique, associatif et patient-partenaire. Bien sûr, ouais. Non, mais il y a plusieurs expériences où effectivement la réglementation est déjà intervenue, hein, de manière pas complète, mais Madame, et puis ensuite Fabienne. Si je peux juste faire un petit complément avant qu'on passe à la question suivante. Il ne faut pas non plus sous-estimer la volonté de bon nombre de personnes de rester bénévoles. Moi, j'ai un groupe de bénévoles que je coordonne avec REL. Ils ne veulent pas être rémunérés. C'est une façon pour eux de renvoyer l'ascenseur à l'établissement et ils tiennent absolument à leur statut de bénévole. Donc, il ne faut pas le sous-estimer non plus. Il y a des gens qui ont pas forcément, qui travaillent à côté, d'autres qui sont en retraite, d'autres qui sont, voilà, qui n'ont pas forcément de besoin de rémunération et qui disent, mais non, nous, on veut rester bénévole. Donc, il faut aussi garder ça à l'esprit. Et alors, moi, comme je suis le gardien du temps, Madame là-bas et Fabienne ensuite, est-ce qu'il y a encore une autre question dans la salle? Sinon, j'en prendrai une à distance. Allez-y. Oui, merci. Je me demandais si vous pouviez partager des expériences ou nous dire un peu comment travailler sur l'engagement et la participation des personnes qui sont les plus précaires ou qui sont les plus éloignées des dispositifs un peu institutionnels, par exemple les personnes migrantes ou les personnes sans domicile fixe, parce que finalement, on voit peu de diversité dans cet engagement, ce recueil d'expériences patients. Merci. Alors, j'aurais tendance à vous répondre que le plus souvent, ce sont les associations qui font le dernier kilomètre jusqu'aux plus vulnérables pour aller les chercher. C'est quand même comme ça que ça marche beaucoup et qu'un des dangers de ce mécanisme de patients partenaires, c'est quand même d'une manière générale,
tout ce qui favorise l'engagement des personnes, ça va favoriser ceux qui sont capables de s'exprimer ou qui ne rencontrent pas des difficultés ou ne traversent pas des vulnérabilités qui les mettent dans des situations précaires. Alors, on a toujours eu dans notre pays l'attention à ça, mais on n'a pas toujours réussi. Il y a une expérience assez célèbre du Conseil national de lutte contre l'exclusion qui avait créé un 8e collège pour les personnes vulnérables. La HAS a aussi des mécanismes comme ça. Par exemple, quand on fait nos groupes de travail à caractère scientifique, on a un dispositif qui permet de mettre des personnes qui ne seraient pas en situation de s'exprimer dans un groupe d'experts, dans un groupe à côté, et on tire le bilan de ce que dit ce groupe pour le restituer devant le groupe d'experts. Ça permet d'apporter une parole qui ne soit pas trop cadrée, encadrée ou en souffrance, tout simplement. Je pense notamment dans un travail assez récent sur les visites en présence d'un tiers dans l'aide sociale à l'enfance. On a créé un groupe d'adolescents pour parler de cette situation-là et ramener leurs paroles d'expérience dans les travaux du groupe. Donc, mais je reconnais que c'est un danger considérable de tous ces projets, de tous ces dispositifs d'engagement des usagers ou de participation des usagers, c'est de faire extrêmement attention aux vulnérabilités, sans quoi on va créer des solutions pour des gens qui vont plutôt bien. Et voilà, c'est quand même un des dangers, mais c'est le même danger qu'on rencontre avec les consultations systématiques à 35 ans, 25 ans et je ne sais plus quoi là. C'est en général les gens qui sont dans le système de santé qui bénéficient de ces visites systématiques. Donc c'est la vraie difficulté de notre belle République qui a mis au fronton liberté, égalité, fraternité, et dont les pratiques ne sont pas toujours en accord avec ce slogan. On a du mal à résoudre ces situations-là de mise de côté des personnes en difficulté. L'un d'entre vous veut-il rajouter quelque chose ? Juste en psychiatrie, il y a les unités mobiles. Et donc, du coup, il y a des pères aidants qui accompagnent les unités mobiles. Donc ça, c'est une chose. Il y a des pères aidants qui viennent sur les dispositifs Un chez soi d'abord, ou logement d'abord, et donc qui effectivement du coup interviennent dans ces structures-là. Il reste 10 minutes. Et juste ensuite, oui, il y a les dispositifs communautaires non psychiatriques. Voilà, où là, il y a effectivement des pères qui sont aussi, et c'est souvent des personnes en grande difficulté. Donc la psychiatrie de rue, ça s'est beaucoup développé. À Marseille, il y a un dispositif qui s'appelle Mars, qui est le premier dispositif de psychiatrie de rue, qui est le premier à avoir engagé un père aidant. Donc il y a ça. Et ensuite, il y a dans le social, nous, ça n'a jamais bien marché. L'association a toujours eu du mal. Par contre, on s'est rendu compte qu'en fait, dans une des structures, il y a 2 éducateurs qui sont des gens qui ont un parcours de rue et de migration et tout ça, et que du coup, quand ils y vont aussi riches de tout ça. Et donc, en fait, dans cette structure-là, il n'y a pas besoin de père aidant parce qu'ils en ont 2 qui portent un autre nom, qui portent le nom d'éducateurs et qui le font très bien. Merci Gilles. Une autre question dans la salle et après, peut-être qu'on va s'interrompre parce qu'il y a une phase d'évaluation de notre matinée, je crois. Non ? Oh non, on me dit non. Bon, très bien. Alors, parce que je voyais un truc on l'a supprimé. Ça devait être tellement top qu'il n'y a pas besoin d'évaluation. Fabienne. Merci. Donc, je parle au nom de membres de la Commission pour l'engagement et la participation des personnes, ex-conseil pour l'engagement des usagers. Juste par rapport à tous les débats qui ont été, toutes les contributions qui ont été faites aujourd'hui. Merci beaucoup Maryse, Gilles et Emmanuel pour la présentation du guide et les illustrations. Je voulais remettre sur le devant de la scène le guide qu'on avait fait qui s'appelle « Renforcer la reconnaissance sociale des usagers pour leur engagement et leur participation dans les secteurs social, médico-social et sanitaire ». Parce qu'il y a pas mal de pistes. Déjà, une première explication des différentes missions possibles de ces personnes engagées dans le système de santé, des principes qu'on peut appliquer pour développer l'intégration des savoirs expérientiels dans les établissements. Et aujourd'hui, en fait, on voit que
pas mal d'établissements au niveau méso appliquent ces principes et qu'il est possible de faire des choses, d'intégrer les personnes soit en tant que professionnels, comme vous l'avez montré, soit en tant que bénévoles, à travers des associations ou pas à travers d'associations. Bref, beaucoup de choses émergent, beaucoup de choses se créent. Et bon, il y a beaucoup d'institutions, il y en a qui ont été citées, il y a Savoir Patient, il y a le COPS en Occitanie, il y a plein d'acteurs sur le terrain. Et je pense que ce qui serait important, c'est de voir le commun dans tout ça. Le commun et l'intérêt, c'est d'intégrer les savoirs expérientiels dans le système de santé et ne pas opposer les différents statuts ou les différentes façons de le faire, parce qu'il y a vraiment de la place, il y a vraiment du travail. Et je trouve que ce qui est en train d'être fait à la HAS, le futur guide et tout ce qui va sortir de nos commissions, groupes de travail, va pouvoir aider de façon opérationnelle, pratique, les acteurs de terrain. Donc, renvoi aux documents sources. Formidable, je n'ai même plus besoin de parler de ce que fait la HAS. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je vais en prendre une peut-être qui est ici dans la conversation électronique. Quand les patients, les RU et les patients partenaires ou pères aidants seront considérés comme des experts visiteurs. Alors, tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un expert visiteur. C'est quelqu'un qui participe à ce qu'on appelle la certification des hôpitaux. C'est une équipe en général composée de professionnels de la gestion des établissements, professionnels du soin, qui se rendent dans ces établissements pour les certifier. Si vous connaissez ça, c'est ces petits macarons verts quand tout s'est bien passé, orangé, presque rouge quand ça s'est mal passé, qui figure sur Caliscope, le service électronique de l'HAS qu'on peut accéder. Et il y a une revendication depuis longtemps que des représentants des usagers puissent être aussi membres de ces équipes de certification. Alors je ne sais pas où ça en est. Moi, on m'avait dit, mais c'était le petit doigt de ma main gauche, que c'est parce que il n'y avait pas de revendication associative. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne crois pas qu'ils puissent toujours participer aux visites de certification. Juste ça je sais pas, mais par exemple, l'hôpital Montfavet où je travaille, à Avignon, après la certification, ils se sont retournés sur les associations d'usagers en disant là, on a des petits trucs, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et donc, du coup, on travaille sur le projet usager qui, en fait, vient en complément de ce qui s'est passé dans la certification. Donc, du coup, il y a une intégration qui est faite, mais effectivement, pas au moment de la certification, par après. Non, mais c'est sûr que ça va bouger parce que dans la certification des établissements de santé, on a rajouté un critère qui est tourné autour de l'engagement. Donc, il y a une incitation pour les établissements de santé à faire en sorte que dans leurs pratiques, il y ait des pratiques de partenariat, d'engagement des usagers, qui aillent au-delà de simplement le fait de mettre en place des informations sur les droits des usagers, mais qui aillent aussi jusqu'au partenariat. Donc, et probablement que l'évaluation des ESSMS dans la prochaine version comportera aussi des incitations à mettre en place des partenariats avec les usagers dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Ça sera une incitation de plus. Chantal, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Non? Je voulais juste dire que l'expérience patient est vraiment un critère impératif et que c'est recommandé impérativement et qu'on regardera maintenant l'expérience patient, l'engagement et on valorise beaucoup les associations, toutes les associations qui participent et collaborent à cette nouvelle itération puisque nous sommes au 6e cycle. Oui. Voilà. Merci. Et nous sommes au premier cycle de l'évaluation des ESSMS. J'espère qu'on n'attendra pas le 6e cycle pour que ce sujet soit aussi sur la table. Madame devant. Fini. 5 minutes. Bonjour. Je fais le lien avec ce que vous amenez sur la question de l'évaluation qualité. Je dirige un ESMS. Et sur cette question de la parole des personnes accompagnées, en l'occurrence, moi, je dirige un établissement enfant sourd signant. Et en fait, la méthodologie, elle ne me semble pas du tout adaptée, dans la mesure où un évaluateur extérieur, il n'a pas accès à la parole d'un enfant. C'est un travail de savoir recueillir la parole d'un enfant sourd en langue des signes, pas d'interprète impossible parce que les interprètes ne peuvent pas interpréter un enfant et les enfants ne comprennent pas les interprètes pour la même raison.
et qui a éventuellement besoin de pictogrammes, etc., pour accéder au sens. Donc, on l'a fait, hein, mais pour le faire, ce sont les professionnels qui béquillent les enfants. Donc, chacun reste à sa place. L'enfant va-t-il vraiment se permettre de faire une remarque que probablement la cantine n'est pas très bonne ou que le taxi c'est trop long, ou éventuellement même une critique de son professeur, peu importe, mais avec le professionnel à côté, sans lequel il ne peut entrer en communication avec l'évaluateur qui, bien décidément, est absolument incapable de s'entretenir avec un parent ou une personne accompagnée, puisque ce ne sont pas leur cœur de métier. Eux, les évaluateurs ne sont pas formés à recueillir la parole véritablement. Et donc, je trouvais que j'avais connu l'ancienne version des évaluations, et pour l'avoir mise en application l'année dernière, que c'était pas très abouti, en tout cas dans mon expérience. Quand vous dites l'ancienne version, c'est laquelle? C'est quand il y avait encore l'évaluation interne? Oui, mais moi j'étais en protection de l'enfance, donc c'était un petit peu... J'ai besoin de différent. comprendre une chose. Oui. Vous me dites que c'est impossible de l'entendre ou que les évaluateurs ne savent pas le faire? Je pense que les évaluateurs ne savent pas le faire et en l'état ne peuvent pas le faire. Parce que vous imaginez la différence du public. Un adulte sourd en masse, c'est pas un adolescent qui a été victime de violences dans sa famille. C'est pas... Je suis d'accord, mais quand même, on a fait évoluer un petit peu les choses parce que certains avaient compris qu'il fallait faire 3 accompagnés traceurs. On a dit que 3, c'était le minimum, c'était pas le maximum. Donc on peut en faire plus que 3 dans un établissement. On peut faire 5, 6 accompagnés traceurs. Là où ça bute probablement, c'est la rémunération de l'équipe d'évaluation externe. Parce que plus l'évaluation est longue et plus il y a de prestations dans l'évaluation, plus elle est coûteuse. Absolument. Et que nos lignes budgétaires ne le permettent pas. Ne permettent pas de financer avec largesse des personnes qui ne savent de toute façon pas entrer en communication avec des personnes accompagnées. J'en parlerai à l'équipe de la DICAS parce que on a mis en place toute une stratégie sur l'écoute et l'expérience des personnes. Et il y a notamment un groupe de travail qui est mis en place à l'HAS. On me signale au fond de la salle qu'il faut que je m'interrompe. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Très bien, avec plaisir. Et c'est le moment de mettre un terme à ce webinaire. J'espère qu'il aura satisfait les personnes qui sont à distance et celles qui sont dans la salle. Et donc, par un miracle inattendu, vous n'aurez pas le droit à la petite évaluation Wizambly, mais c'est pas très grave. Ou alors elle va arriver sur vos téléphones. Voilà. Merci en tout cas pour cette matinée et la participation des uns et des autres. Et à tout à l'heure pour la partie des ateliers pour ceux qui sont sur place ici. Merci.